Pour ouvrir le bal de l'étrange, de l'inexpliqué, 3 personnages clés dans le mystère des pyramides. Jacques Grimaud, Patrice Pouillard, Éric Gontier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Un petit nouveau, Éric Gontier qui est avec nous. Alors bonsoir Éric. Un grand nouveau. Un grand nouveau. Alors je suis ravi de t'accueillir. On va se tutoyer parce qu'on s'est tutoyé avant. On va pas faire comme à la télévision. On se dit tu en dehors des plateaux et on se dit vous sur le plateau. Alors c'est important que tu sois venu. Parce que on a beaucoup parlé avec Jacques et Patrice de ce film, La Révélation des pyramides, dans lequel on apprend beaucoup de choses. Et alors toi, t'es géologue quand même, c'est ça qui est fantastique. Et tu, dans ce film, es entre guillemets une caution, mais vraiment technique, si tu veux, dans le film. Qu'est-ce qui t'a donné déjà envie de les suivre, les deux personnages là ? Bon, la curiosité ? Oui, c'est la curiosité, parce que au tout début, je voyais pas très bien ce que je pouvais faire dans ce film. Ouais. En général, quand des gens se présentent et alignent des chiffres, sont sûrs de ce qu'ils avancent, etc., on se dit ça y est, oh là, c'est farfelu, c'est des sectes, des gourous, c'est tout un paquet de gens. Voilà, ça c'est les a priori. Ouais. Et puis, bon, on s'est rencontrés au musée du Louvre, on s'est donné un petit rendez-vous et on est passé devant quelques vitrines au département d'Égypte. Et là, effectivement, des questions ont commencé à tomber et pour moi rester sans réponse. Donc l'intérêt c'était, j'aimerais bien savoir un petit peu plus. Ouais, ça a éveillé ta curiosité en fait, c'est ça. Voilà, comme je m'intéresse aux relations de l'homme avec le monde minéral, ce qu'on appelle l'ethnominéralogie, je me dis tiens, je suis en plein dans mon truc, il va falloir que je bouge et peut-être que s'ils m'acceptent dans leur groupe, peut-être que je pourrais apporter des éléments et en échange j'en aurai d'autres et on verra bien ce que ça donnera à la fin. Alors quand on regarde le film, tous ceux qui ont vu le film et qui s'intéressent au mystère des pyramides ont la tête, mais alors retournée complètement. Est-ce que ça a retourné ta tête ? Parce que moi, quand je regarde le film et c'est cette étude sur les pyramides, fatalement, ça te retourne la tête. Est-ce que ça t'a un peu retourné un peu le truc quand même, le cerveau ? Mais ça continue d'ailleurs. Oui, parce que on arrive toujours avec des a priori, avec les connaissances acquises à l'école ou dans les ouvrages. Ensuite, on est influencé aussi par les confrères, on est influencé par la télé, on est influencé par un certain nombre de systèmes de communication qui font qu'on a l'impression de savoir. Et la grande force des pyramides, justement, c'est que plus on avance dans la compréhension des pyramides et plus on sait rien. Donc, de tout ce que j'ai appris au cours des différentes missions que j'ai menées là-bas, de missions scientifiques avant celle du film, et celle du film, et en fait je suis encore plus crétin qu'avant et j'essaie simplement de comprendre, et pour ça ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que ce sont des alignements de faits et qu'il n'y a pas de parti pris qui ait été choisi, simplement on aligne des faits. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, parce que finalement chacun peut se faire une idée, peut se créer un univers mental dans lequel il inscrit ses connaissances et puis modifie ou non, ou se ferme, se bloque, se fige. Chacun est libre d'aller où il veut et finalement c'est très bien, parce que il est rare d'avoir une telle honnêteté dans un documentaire aussi sensible et fragile que celui-ci. Alors je me tourne vers toi Jacques, parce que c'est vrai que c'est de la recherche. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ça exacerbe autant ? Pourquoi ça énerve autant ? Pourquoi les gens sont furieux ? Parce qu'on le voit, quand on prépare l'émission, on se dit toujours, mais on le voit sur votre forum, les gens sont... Encore une fois, on est sur des croyances, sur des choses qu'on nous a dit depuis presque trop longtemps, et tout d'un coup vous arrivez, vous mettez un grand... En fait, c'est le chien dans le jeu de quilles, quoi. Et en plus, ça énerve. Et pourquoi ça énerve autant ? Ce qui me fascine, c'est d'essayer de comprendre. Eric le disait, c'est tiens, on nous a mis un truc devant les yeux, puis finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être pas la bonne explication, il y a peut-être autre chose. Je pense que je donne mon opinion évidemment, sinon je pense qu'il faut consulter en psychanalyse pour tous ces gens-là qui attaquent non pas les faits, non pas la logique, mais les personnes. Je suis très content, je salue Éric Gontier, homme admirable, de courage, je trouve. Oui, je faillote pas, je le dis tel que je le pense, parce que avant de joindre Éric, j'ai essayé 6 autres personnes que j'estimais également, mais on m'a dit non, l'administration, jamais. Merci Éric. C'est un chèque qui m'arrive. C'est un chèque de chocolat blanc. Souviens-toi, en fait, je t'ai téléphoné et tu m'as dit oui, mais moi, je suis pas libre pendant 6 mois. Là, on essaiera de voir ça une autre fois. Et je t'ai dit non, on peut pas. On part en Égypte dans 3 jours. Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je dis, on va voir la problématique ensemble au musée du Louvre. Tu es arrivé avec tes filles.
Voilà, et puis on a visité les endroits et toi tu m'as dit ça c'est de l'agro-wack, je vois pas comment on taille ça déjà. Ça mettait l'ambiance. Et puis petit à petit, les choses se sont faites parce que tu restes une personne attirée par le caractère, non pas mystérieux des choses, mais l'étrangeté de la situation. C'est-à-dire, on nous montre des trucs datés de 31 siècles, ça paraît difficile de résoudre ça d'un coup de crayon en disant, mais ça a aucune espèce d'importance dans la civilisation égyptienne. 40 000 pièces de vaisselle de pierre très très dures, plus dures que les aciers les meilleurs, etc. Bon, on met ça de côté. De toute façon, ça se voit dans le film, lorsqu'on questionne la conservatrice des antiquités égyptiennes. Oui, nous on a étudié les contenus, pas les techniques. Voilà, ça résume tout. Voilà. Et nous, ce dont on avait besoin, compte tenu du fait qu'on voulait présenter des faits, c'était des avis techniques, des avis scientifiques. Et donc, sans déroger à la technique et à la science, Eric a eu le courage de prendre position assez frais, si j'ai bien compris. Oui. Enfin, lui, il est assez frais. Non, mais ça, je veux dire que son positionnement lui coûte. Parce qu'il a des représailles. Voilà. Donc, on est en France. Alors, nous, on nous a fait le procès très facile sur Internet. On dit, oui, d'accord, vous n'êtes ni égyptologue, ni ceci, ni cela. C'est vrai, on n'est rien. On a simplement fait un film sur nos interrogations, en pensant que ça pouvait être la même chose pour d'autres, qu'ils aient des interrogations, somme toute légitimes. En fait, c'est ce qui a fait partir Patrice. Je rappelle qu'il dit qu'il croyait tout savoir sur les grandes pyramides, et puis plouf, il est tombé dans le bec dans l'eau. En réalité, c'est qu'à l'origine, on s'est trouvé autour d'un travail de cinéma, lui en tant que réalisateur et moi en tant que, pas informateur, mais documentaliste. Et donc, compte tenu de ce qu'il entendait de mes réflexions, vous savez que je suis un type qui réagit toujours bêtement, eh bien il s'est dit, c'est quand même curieux, ce type-là, il semble en savoir plus que tout le monde sur le sujet. Et quand il m'a dit, mais tu sembles en savoir plus, c'est normal, je suis plus que tout le monde. Non, je plaisante. Je disais simplement, le ça problème c'est... mal. Je donne de la matière pour qu'on m'attaque. J'adore ça. Voilà. Simplement, le reflet de ma démarche se retrouve aussi bien chez Patrice que chez Monsieur Éric Gontier. Ce qui est remarquable, c'est étant, c'est dans ma démarche aussi, parce que c'est juste essayer de comprendre. Et c'est ça qui il y a une chose que je veux dire. J'ai pas terminé, Patrice. Attention, tu t'adresses à monsieur. Il va encore parler pendant 3 quarts d'heure. Ça arrive plus. J'ai même pas commencé. Fini Jacques et je dirai après. Non, je ne voulais pas finir. Je dis sincèrement, devant tout, à l'oreille de tous les auditeurs, il y reste quand même dans le sérail scientifique des gens de courage, d'intégrité, et on ne s'arrête pas de nager au milieu du fleuve, Eric, et je te remercie d'avoir noté ça aussi. On a Martin, je crois, qui est en ligne, premier auditeur. Bonsoir Martin. Bonsoir Bob. Comment ça va? Ça va bien. Bon. On est toujours impatients, c'est l'émission tant attendue, quoi. Ah merci. En tout cas, ils sont là. Est-ce que quelle est ta question déjà? Ils sont là tous les trois, ils t'écoutent. Donc d'abord pour Jacques Grimaud, c'est à propos du sphinx de Gizeh. Alors est-ce que d'abord pour lui, est-ce que ça représentait un lion à l'origine? Le sphinx, oui. C'était un lion, et il n'y a aucune possibilité de se tromper, mais un lion avec une tête d'homme. Si vous regardez, vous allez au zoo, vous regardez un lion, vous le prenez en photo de profil, vous ajoutez un homme dans les mêmes proportions, c'est-à-dire pris à la même distance, et vous constatez que l'adéquation est parfaite en termes de proportions. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'était un lion, c'est-à-dire une colline qui a été sculptée pour en faire un lion à tête d'homme. Je pense qu'il fait référence à cette retaille, parce qu'il y a des gens qui évoquent la retaille en disant que la tête est beaucoup moins dégradée que le reste du corps, et que du coup la tête aurait pu être retaillée. Elle a été en effet retaillée avec beaucoup de finesse dans certains endroits et grossièreté ailleurs. Je pense que c'est une retaille de surface en revanche. C'est comme un dentiste qui referait une facette et pas davantage. D'accord. Martin, satisfait de la réponse? Oui, mais je voudrais savoir aussi, on dit que c'est un monument qui est antérieur au déluge. Alors est-ce que vous pensez que c'est plausible que ce monument ait 12 000 ans et que ça a été découvert par les pharaons qui l'auraient retaillé justement? Je prends la parole une fois de plus parce que c'est l'érosion locale qui est verticale qui sous-entend qu'il y aurait eu des pluies considérables, mais la période des pluies en Égypte c'est moins 7000 au plus tard. Donc pour acquérir une érosion de cet ordre, on considère qu'il y a eu entre 2500 et 3000 ans
nécessaire, indispensable pour ce ravinage. On en parlera ultérieurement dans les opus suivants. Voilà. Parce qu'on aura justement une interrogation approfondie avec des gens de métier tels qu'Éric pour savoir si on peut, ça c'est toujours difficile en science, si l'on peut conclure. La plupart du temps, les études sont non conclusives. C'est ce qui se passe à Vissoko, par exemple, on est allés ensemble, c'est-à-dire les pyramides de Bosnie. Éric, tout comme nous, on se trouve dans la situation de ne pas pouvoir conclure. Pour l'instant, on n'a pas ces éléments. Pourquoi, Martin, tu restes avec nous, pourquoi on retrouve des pyramides partout dans le monde ? Et pourquoi tu poses une telle question ? Parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est un peu mon émission. Donc, voilà, j'ai le droit de poser les questions que je veux. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que on a c'est un peu la. Alors, je crois que c'est dans le film d'ailleurs, le castor, etc. C'est-à-dire qu'ils se connaissent pas, mais ils bâtissent les barrages de la même façon. Mais c'est quand même hallucinant que les gens dans le monde entier ont tous eu envie de faire ces formes-là. Et qu'est-ce que ça représente ? Alors, si tu as bien regardé le film. Non, mais moi je me fais l'avocat du diable. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que les cornes sont en train de pousser. C'est vrai, c'est pas pour ça. Non, on ne dira rien dans ta famille. Et on a assez d'ennuis comme ça. Il me semble qu'il y a une raison pour cela, c'est que si on analyse avec les éléments méthodologiques tels qu'on les présente dans le film, on s'aperçoit qu'il y a un langage derrière ce genre de construction. C'est un peu Le Corbusier, si l'on connaît Le Corbusier, architecte. Ouais. On s'aperçoit voilà, enfin, je crois qu'il y a pire que moi en blague. Donc cet homme-là, il a pensé à intégrer des éléments de proportion humaine ou de proportion à l'égard de l'environnement. C'est-à-dire, il s'est soucié de l'ensoleillement, du régime des vents et tout ce bazar-là, mais il ne l'a pas dit nécessairement. Ce sont ses élèves surtout qui ont parlé de cela. Et je pense qu'il en a été à une époque exactement pareille. Et à ce titre, je vais mettre une parenthèse, je reviens de Bretagne et je salue tous les Bretons qui étaient avec nous. C'était vraiment un moment splendide et j'ai été sollicité par un couple qui a des responsabilités d'ordre architectural d'une part et éventuellement urbanistique. Et ils m'ont posé la question de savoir si je serais assez disponible pour aider à comprendre comment améliorer l'habitat humain, justement par la prise en considération de l'ensoleillement, du régime des vents, s'il y a des infiltrations, les éléments géologiques sous-jacents, les habitudes animales de l'environnement, tout le bazar, s'il n'y a pas trop de mouches, enfin bon. Tu vois que j'arrête pas. Ouais, t'arrêtes pas. Ce soir aux Pyramides, au secret des Pyramides, avec Jacques Grimaud, Patrice Pouillard et puis Éric Gontier qui est le troisième larron de la bande, si je peux m'exprimer ainsi ce soir. Non. Ah si, dans le film on le voit quand même pas mal. C'est un scientifique indépendant. Oui. Nous on est une bande à tous les deux, lui n'en fait pas partie. Honte à toi. Non, ça c'est pas passé comme ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand Éric est venu, ce qui était important pour nous déjà, c'était d'identifier les pierres, parce que on se rend compte souvent dans les bouquins d'égyptologie qu'on nous montre des tas d'objets, des vases, etc. Et puis il n'y a pas l'identification de la pierre dedans. Moi j'en ai un par exemple où on nous donne à peine l'identification de la pierre et quand on la donne, on donne pas la dureté. Et donc on avait besoin d'un géologue pour venir avec nous, pour voir les matières et surtout après le travail qui avait été réalisé dans ces matières-là. Donc on a visité pas mal de sites et je me rappelle que Éric au début regardait des choses en disant ah bah tiens oui ça a été fait comme ça, alors ça je pense que le bloc ils l'ont travaillé comme ci, comme ça. Et puis quand il tournait la tête, il regardait et dit ah bah non c'est pas possible parce que là de l'autre côté je vois quelque chose qui est contraire à ce que je viens de voir et donc il rentrait à chaque fois dépité le soir en disant mais comment ils ont fait, qu'est-ce que c'est que ce truc, et je me disais mais attends, on va faire un grand tour, on va voir plein de choses et puis ensuite après avoir vu toutes ces choses-là, on essaiera de réfléchir et de voir s'il n'y a pas des méthodes qui reviennent parce que c'est quand même les mêmes matériaux et donc on a continué cette chose-là, mais à la base Éric ne savait pas que c'était ce genre de film-là qu'on allait faire parce que moi je voulais absolument qu'il reste objectif et d'abord moi je pensais, j'en avais pas parlé avec Jacques, mais je pensais que si on lui disait et si je lui disais quel genre de film j'étais en train de faire, qu'il n'allait pas accepter, en se disant c'est des tarés, je sais pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui à partir du moment où on envisage une remise en cause peut-être de ce que... Ouais. On est devant les yeux. On est des pyramidiaux, des pyramidologues, on est des gens de personnes qui ont envie de voir les aliens ou les extraterrestres et donc ça devient glissant et à ce moment-là on se méfie. Moi je me rappelle par exemple quand je suis allé voir l'usine de granit et quand je demandais à la personne comment ça pouvait être fait et que je montrais des choses et que c'était des choses égyptiennes, il me disait mais qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? Je dis mais moi je veux rien vous faire dire, je veux pas que vous me disiez que c'est difficile, que c'est pas possible à la main, etc. Je veux simplement que vous me donniez votre avis.
En tant que spécialiste, comment vous feriez pour faire cette chose-là, c'est tout. Il dit oui, mais si je vous dis ça, vous allez utiliser ça pour dire après que c'est des extraterrestres ou c'est autre chose. Je lui dis non, je l'utiliserai pas, je veux simplement qu'on prenne conscience de la difficulté des choses. Et ce qu'on a fait avec Eric quand on était là-bas, c'est d'aller voir des statues, des constructions, des choses qu'on voit pas habituellement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il a commencé à se poser de plus en plus de questions en se disant je suis face à quelque chose qui est quand même énorme et ça se voit progressivement dans le film. Quand on est à Lozi-Rayon, je me rappelle qu'on est face à des blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui sont assemblés sans ciment. C'est d'ailleurs les choses que tu dis, c'est incroyable, c'est comment ils ont fait ça, c'est parfaitement, c'est sans ciment, c'est posé, c'est extrêmement lourd. Quand on est au pied des colosses de même nom, c'est pareil, c'est des statues qui sont gigantesques. On se rend compte qu'il y a une erreur dans l'estimation classique des poids. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le géologue, c'est qu'ils me disent, bah oui, mais trouver un bloc comme ça, un bloc de cette taille-là, de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse après le sculpter sans qu'il casse, sans qu'il se fissure. D'ailleurs, il y a un des deux qui est fissuré, qui s'est fissuré longtemps après. C'est extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance, reconnaître la pierre, trouver l'endroit où on va pouvoir extraire le bloc. Et puis ensuite, dans quel sens, comment on va le tailler, la difficulté de la pierre, est-ce qu'on va la tailler verticalement et tout, ce genre de choses qu'on aborde rarement. Quoi. Non, je rectifie jamais. Oui. C'est quand même je suis prudent, dizaines d'années de recherche et j'ai toujours posé les mêmes questions, j'ai toujours eu les mêmes réponses. Pour les gens honnêtes, on ne sait pas. Pour les gens moins honnêtes, ouais, je vais vous raconter ce que je pense. Ouais, mais ça, c'est les statuts. Là, on se fait attaquer. Enfin, c'est un épiphénomène par des gens sur Internet qui sont heurtés dans ce qu'on dit parce que ça ne correspond pas. Alors en plus, pour essayer de prendre en défaut le film, ils vont chercher dans les travaux classiques. Résultat, ils nous opposent des arguments qu'on connaît évidemment, puisqu'on l'a fait tout ce travail-là. Donc on voit bien que c'est pas chez eux qu'il faut aller chercher, il faut aller chercher chez d'autres. Seulement les autres sont pour eux suspects parce que lui s'intéresse à ceci, lui s'intéresse à cela, lui il est ingénieur en aéronautique, lui, etc. Et c'est ça qui fait qu'on est encore enfermé dans une espèce de choses qui empêche de répondre aux questions, de s'interroger vraiment sur les choses. La démarche d'Éric Gontier, c'est d'arriver en scientifique et de se poser les questions en disant voilà, je vois ça. Comment ça a pu être fait? Qu'est-ce que c'est cette matière? Comment on la taille? Comment on l'assemble? Comment on peut quelle est la précision qu'on a obtenue ici? Le travail de surfaçage. On a parlé dans la chambre haute de la grande pyramide du coffre, qui est jamais présentée comme étant une chose extraordinaire parce que c'est juste un bout de granit qui est posé à l'intérieur. Mais c'est vraiment une chose extraordinaire. Et Eric, j'aimerais bien que tu en parles d'ailleurs parce que il était sur place. On avait des outils. On les a passés dedans, on a regardé le travail des surfaces, et quand quelqu'un est vraiment averti, il voit autre chose, parce qu'il y a plein de gens qui se font photographier ou leur bonne femme devant le truc, ils font une photo puis ils repartent. Et voilà. Il y en a qui font pipi dedans. Ouais, aussi. Mais quand on le regarde vraiment, et là on peut demander à quelqu'un qui sait ce que c'est que le granit, parce que c'est bien la connaissance théorique du granit, comme on en voit beaucoup, il y a beaucoup d'experts sur Internet. Ouais. Mais quand quelqu'un sait vraiment ce que c'est que le granit et voit ce qu'on a fait ce qu'on est censé avoir fait dans les premières dynasties égyptiennes, là ça vraiment ça force l'interrogation, et aujourd'hui il accepte de se dire il y a plein de choses, j'ai pas les réponses. Ça veut pas dire qu'il faille mettre des réponses farfelues, mais ça veut dire qu'il faut continuer de chercher. Alors justement, Eric, tu les as suivis 3 jours à peine avant le départ, ils sont venus te voir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Alors la curiosité certes, mais ils m'ont menacé. Attends. J'imagine. Est-ce que tu as eu des pressions de gens qui t'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire avant? Il n'a pas eu le temps. Et au retour? Non, ce qui s'est passé, ça s'est passé assez facilement, disons, le départ, parce que j'avais déjà fait une mission scientifique quelques mois auparavant, et curieusement, on allait travailler sur l'identification des granites roses d'Égypte, d'Aswan évidemment, et j'ai appris d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait à peu près une vingtaine de carrières qui avait été identifié en fonction de la disposition et de la grosseur des grains de la roche, mica, feldspath, quartz. Et donc j'avais eu, avec d'autres archéologues, la possibilité de visiter un certain nombre de sites et de comparer à partir d'échantillons qu'on avait prélevés nous-mêmes dans les carrières. Alors à partir de là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que parmi les pierres précieuses qui étaient utilisées en Égypte, il y a bien sûr le lapis lazuli et toute la cornaline et d'autres, les turquoises, mais il y a aussi
une roche plus particulière, le granit, et pas n'importe quel granit. Or, lorsqu'on se balade dans les carrières, les granites sont très souvent des monolithes, c'est-à-dire en une seule pièce, mais présentent souvent des imperfections, des fissures qui rendent la taille de gros mégalithes tout à fait impossible. Donc, pour arriver à sortir des blocs de très gros volume et qui soient parfaits, ça nécessite un choix, mais pour opérer ce choix, il faut aussi déblayer, c'est-à-dire il va falloir repousser dans les haldes, c'est-à-dire dans les déchetteries locales, tout ce qui ne peut pas servir à la sculpture monumentale, pour pouvoir ensuite peut-être le prétailler, le transporter, le décharger, le charger, le décharger, le retransporter à nouveau jusque sur le site où l'objet doit être ajusté. Alors, après avoir vu, étudié tout cela, toi en tant que scientifique, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça a remis en cause dans ta tête ? Alors, je connais un certain nombre de sculpteurs, parce que je sculpte, donc ça aussi c'est un de mes avantages, c'est que j'ai un peu la maîtrise de certains outils, je sais ce que c'est qu'un marteau, une gradine, une pointe-rolle, etc. Et quand je me suis retrouvé en Égypte, je me suis dit, si j'utilisais mes outils, quel serait le résultat ? Et j'ai dit, classique, normal, hein. Et non. Non. Et là, j'ai dit non, parce que effectivement, je peux approcher ce travail, mais arriver à une telle précision dans le dessin, dans le volume et dans la reproduction, pour moi, c'est impossible. Impossible avec les outils qu'on nous a présentés. Avec mes outils à moi, à base de pointes de carbure, etc., le point de trempé métallique. Qui sont les outils qu'on a aujourd'hui. Qu'on peut trouver partout aujourd'hui. Et je me suis dit, travailler avec un cuivre, même avec de l'arsenic à l'intérieur, non, c'est pas possible. Écraser avec des molettes rondes, écraser grain par grain la roche pour boucharder ou piqueter, non, c'est pas possible. Étant donné les volumes, les masses qui sont présentes, c'est impossible. Donc il y a d'autres solutions, mais lesquelles ? Alors si on travaille sur des masses importantes, c'est-à-dire des surfaces, ok, on peut effectivement boucharder, on peut frotter, on peut arriver à fabriquer du lisse, ok, on peut y arriver, mais c'est pas toujours évident. Surtout que là c'est au micron près quasiment. Surtout pas dans les temps qui sont annoncés par l'histoire. Non, on oublie, on parle même plus de temps. On est d'accord, c'est important. Il n'y a que monsieur Jean-Pierre Adam qui pense comme ça. Voilà. Soyons raisonnables. Alors, ce qui m'intéresse moi dans la sculpture, c'est de savoir déjà quand on obtient une cuve de sarcophage, c'est d'essayer d'imaginer le volume de pierre enlevé pour obtenir un objet si petit finalement. Et puis, dans un deuxième temps, comment arrive-t-on à creuser le granit ? Parce que c'est pas le détourer on peut le faire, mais le pénétrer à l'intérieur et créer des angles parfaits. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de travail qui est particulièrement pénible parce qu'on est penché au-dessus d'un vide, aussi restreint soit-il, et il faut lisser parfaitement les différents côtés de ce vide, de forme géométrique, parfaitement ajustée, et surtout à aboutir jusque dans les angles, sachant que les angles les plus terribles sont ceux qui se trouvent en bas, à droite, à gauche et aux quatre coins de... Voilà. Comment arrive-t-on à gratter et obtenir une perfection d'angle à cet endroit-là ? Avec du cuivre, je n'y crois pas. Il doit y avoir d'autres solutions. Ensuite, quand on regarde l'osirium, on voit des pierres monumentales, des choses mais énormes. Bon, ok, on peut utiliser le sable comme pour les obélisques, on fait glisser, on a trouvé une technique qui me semble tout à fait plausible. Mais néanmoins, quand on lève des chapiteaux, quand on relève des murs en 2-3 roches différentes qui doivent aussi stabiliser le terrain qui est autour parce qu'on est en creux à l'intérieur, je dis non, là ça va pas. Il y a des choses, ça colle pas, ça ne colle pas. De même, quand on regarde le temple qui est devant le Sphinx, et quand on se balade dans le temple de la vallée, on voit dans les angles des retouches mais quasiment imbéciles. Parce que la pierre ne suit pas la longueur du mur, elle forme un coude au bout, comme une équerre. Et elle est reprise par moi un petit peu plus loin. Et tout est lisse, parfaitement plan et sans aucun défaut. C'est quelque chose qui est
complètement. Oui, c'est la perfection qui est déroutante. Voilà. Là, on se dit, mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible puisque c'est là. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis il y a un autre truc qui tu le dis d'ailleurs dans tes c'est possible puisque c'est là. C'est là. Comment c'est toute la question. Patrice disait autre chose qui est une formulation qu'on avait trouvée singulière et forte. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bien sûr, ouais. Et la perfection de la réalisation et l'idée même de conception ainsi, c'est un gros délire. Personne ne construit comme ça. Il n'y a que ces gens-là. Et c'est comme ça, pour ma part, quand j'étais gamin, que j'ai identifié des éléments de prolongement qui m'ont rendu certain quant à la valeur de l'équateur penché, puisque cette technologie, si je puis dire, cette spécificité se retrouve partout. Moi, j'aimerais bien, si tu veux bien poser la question à Eric, qui est très loin là-bas, dans le studio, la chose bizarre encore, c'est l'amphibolite, qui est quand même une pierre plus dure que l'acier, qui est posée sur un substrat de calcaire. Et c'est le calcaire est nature, mais c'est l'amphibolite qui prend le volume qu'on lui propose et pas l'inverse. Ils sont bêtes. Voilà, c'est des crétins. C'est ce que je donne moi dans mes exposés. Je dis, après avoir exposé toute la masse d'incertitudes et de bizarreries de cet ordre, je dis, la démonstration, c'est QFD, les anciens sont des ignorants, des incapables. Voilà, c'est réglé. Dis-moi, Eric, une question en tant que scientifique, c'est pas frustrant de se dire c'est là, mais je sais pas comment? On a atteint un niveau de crétinisation tel qu'effectivement on a du mal à répondre. Il faut savoir que ces êtres considérés presque comme des primitifs à l'époque ont été capables de réaliser des choses qui aujourd'hui sont pratiquement impossibles à réaliser, même avec l'utilisation du laser. Donc je crois qu'on a des leçons à tirer. L'amnésie n'est pas bonne chose et c'est toujours dans l'histoire qu'on peut trouver le futur. L'inconvénient, c'est de savoir comment on préserve l'histoire et comment on la réécrit. Ça va pour la Bible, ça va pour d'autres ouvrages sacrés. Et ensuite, en termes d'interprétation, il y a toujours quelque chose qui vient nuire, l'argent. Donc, pour celui qui veut développer un commerce, qui veut développer quelque chose, certains ne vont pas hésiter à polluer ou à taire un certain nombre de choses jusqu'à les effacer pour pouvoir donner l'impression de réinventer quelque chose. Donc, je crois qu'une des grandes leçons de l'Égypte ancienne, est justement, c'est que tout est dit, mais on ne sait pas le lire encore et on ne sait toujours pas le déchiffrer. Mais c'est toi, Jacques, qui me disait que Champollion, il n'était pas complètement convaincu de tout ce qu'il avait trouvé en termes d'explication. Champollion, c'est plutôt le philologue, c'est-à-dire le type qui sait 4 langues à l'âge de 7 ans, etc., qui dit, moi je veux apprendre le copte, alors qu'il n'y a personne en France à l'époque qui soit capable de parler le copte. C'est un type assez spécial qui a beaucoup souffert dans sa vie, justement parce qu'il arrivait comme prime sautier, en disant, voilà ce que j'ai trouvé. Il embêtait des grands savants de l'époque, je ne vais pas les citer, mais ce qu'il a dit et qui est important, ça a été laissé de côté. Et j'étais même allé voir Madame Christiane Ziegler, qui a précédé Madame Andrieux, eh bien, en lui posant la question, pourquoi... C'est quoi cette dame? Expliquez. C'est comment dire, la femme qui précédait en tant que directrice des antiquités égyptiennes. Et je lui avais posé la question. Au Louvre, c'est ça? Au Louvre, oui, parce que c'est quand même le référent mondial, le Louvre, avec le musée Mariette au Caire. Mais la recherche ici est considérée comme la meilleure du monde. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et donc j'avais questionné cette dame qui a mis un terme à notre discussion en me disant de toute façon moi je ne veux pas parler d'ésotérisme, alors que je lui disais Jean-François Champollion parle d'anaglyphe, il dit que c'est une 5e lecture et qu'elle demande toute la subtilité de l'intelligence parce que ce n'est plus une lecture classique mais à base de tropologie, c'est-à-dire c'est une formulation spéciale et qui a pour but de cacher aux uns ce que l'on veut faire passer aux autres, voilà. Et donc, tant que ça n'est pas pris en considération, cette lecture... Alors, je donne des exemples, moi, parce que je me suis intéressé à ça, et je trouve... Mais je ne peux pas dire qui a écrit ça. Et je pense que c'est volontairement que c'est absent, ce genre de signature. J'avais trouvé, qui date donc du 31e siècle, avant notre ère, c'est-à-dire 5000 ans quand même, pas de vie morale, pas de vie sociale.
c'est la perfection même. On identifie un problème, en quelques mots, on a tout dit, il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Ça me rappelle justement les constructions auxquelles on est confronté. Comment on fait pour faire des choses aussi parfaites dans l'expression, dans la réalisation, sans qu'on ait de traces antérieures suffisamment claires? On dirait que ces gens ont fait les trucs, ils sont partis comme ça en disant débrouillez-vous. Alors, on avance. Salut Christian. Ouais, salut à vous. Ouais. D'abord, merci pour votre film, parce que moi, ça m'a retourné aussi, bien comme il faut. Voilà. Et les interviews, alors, c'est un pur plaisir de vous écouter. Merci. Ça, c'est grâce à moi, Christian, c'est tout. Parce que sinon, mais alors sans moi. Il a raison. Alors, vas-y, Christian. Ouais, donc, effectivement, j'ai écouté une interview là sur Radio Ici et Maintenant. Ouais. Et où Jacques il parlait dans le cas où le champ magnétique terrestre venait à disparaître, certains s'en sortiraient. Alors ceux-là ayant pris des dispositions. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les dispositions à prendre, quoi? Alors la chose que l'on fait savoir dans ce film, c'est que les écrits anciens abondent dans ce sens. Mais ceux qui abondent dans le sens d'une salvation possible, eux, il est très difficile de se les procurer. Je vais donner un exemple là, puisque je l'ai en mémoire. J'ai beaucoup étudié la philologie auprès de savants discrets bretons. Ce sont des prêtres à l'origine. Par conséquent, ils sont éjectés du cursus. Je parle par exemple du père de Rostrenen, je parle du recteur de Tréorantec, salut les Bretons, et de Hilaire de Barenton. Allez faire l'essai. Vous procurez ne serait-ce qu'un des 47 livres du père Hilaire de Barenton sur Gallica ou sur Google Book. Je crois que vous n'en trouverez qu'un seul. Mais si vous le prenez et que vous le lisez, déjà vous êtes un peu moins ignorant de ces choses-là. Et ces choses-là, on ne peut pas les trouver, on ne peut pas se renseigner. Ça m'a pris quand même, je rappelle, un très grand nombre d'années, cette étude. Et actuellement, je suis un peu embarrassé parce que les livres qui me sont restés après un cambriolage ne seraient peut-être pas suffisants pour tout démontrer tel que je me suis fait ma démonstration. Donc en clair, il y en a qui vont s'en sortir et d'autres non, en fait, c'est ça? Non, je pense que les gens qui peuvent s'en sortir, c'est qu'ils comprennent que s'ils ne font pas attention à ce qui est dit dans ce film d'ici la prochaine génération, ça risque de cuire, mais vraiment au-delà de l'imaginable. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des démonstrations factuelles dans les anciens bouquins de ce que c'est. Et c'est vraiment des montagnes qui sortent de la terre et qui retombent ailleurs, l'océan qui change de lit. Comme toi. Oh, elle est dure celle-là. Non, ce sont vraiment des choses inimaginables. C'est la Terre vraiment très fortement chamboulée. Il y a très peu de chances, même si on s'en sort physiquement, qu'il y a assez de puissance sociale pour remettre tout ça d'aplomb, etc. Grosso modo, il faut croire qu'on se retrouverait de nouveau dans les grottes. C'est ça. Débrouillez-vous à bouffer des insectes d'abord et après à... Alors, on remettrait les peaux de bêtes parce que, alors aussi, vous êtes attaqué sur les peaux de bêtes. Il y a un truc que je comprends pas dans le film. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup d'ahuris qui s'expriment aussi. Donc, si on devait tenir compte de tous ces gens-là, on n'en sortirait pas. S'ils avaient fait attention au film, avant, on dit qu'on remet en question la datation. Oui, je suis bien avec toi. Je te donne la balle pour que tu se matches. Voilà, exactement. Généralement, je cogne fort, mais bon, je respecte aussi mes auditeurs. Et donc, on a signalé avant que nous remettions en question non seulement les modalités de construction, le pourquoi des grandes pyramides, notamment d'Égypte, et puis évidemment la datation, comme je l'avais précisé tout à l'heure. En conséquence, au moment de l'érection, tiens, c'est encore toi dont on parle. Excusez-moi, c'est comme ça. Ma femme qui va être contente. Ouais, pour une fois. Non, excusez-moi, ça ne peut pas s'empêcher. Si, ça me permet de réfléchir en même temps, je suis en double fil. Je disais simplement que cette chose reculée au moins de 10 à 12 000 ans... On se retrouvait en peau de bête. Exactement. Bien sûr. Voilà. Qui voudrait prétendre le contraire ne sait pas regarder ni écouter un film. La conclusion est simple. Christian, t'avais d'autres questions ? Non. Eh ben voilà, en tout cas, merci de ta fidélité, puis à bientôt, j'espère. J'en ai tellement de questions. À bientôt. Salut. Des questions sont arrivées également sur le net, Patrice, Jacques ou Eric. Nos super élites c'est question de Maxime. Nos super élites détiennent-elles un savoir technologique qu'elles gardent jalousement? Est-ce que, alors, en clair, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait et on nous le dit pas?
Qui veut prendre la parole? Alors, je sais pas. Moi, je vais donner mon point de vue. Qu'est-ce que tu penses, justement? Moi, je pense qu'ils en savent rien du tout. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'ils en savent rien. Ah ouais. Je confirme. Je pense qu'il y en a qui essayent de faire croire qu'ils savent, et il y en a qui essayent de surfer sur ces constructions anciennes et d'en construire des nouvelles qui ressemblent ou qui imitent, pour se donner plus d'ancienneté, ou pour voilà, c'est utiliser la connaissance pour dire moi je sais, toi tu sais pas, mais en fait je pense qu'ils en savent rien du tout. Je vais donner ma méthode pour identifier très rapidement les trolls dans nos pages. Et j'appelle ça le numéro d'IP. On sait ce que c'est pour l'ordinateur. I, c'est pour intention. P, c'est positionnement. Et il en va de même pour les gens du monde de l'élite, comme tu les appelles. Et je sais leur intention, et je la lis, et le positionnement en découle. Donc, fatalement, s'ils savaient quelque chose, ils auraient déjà mesuré la vérité et la profondeur, l'étendue de ce qui est dit dans les anciens bouquins. Mais il n'y a rien de plus clair, ils sont ignorants des anciens bouquins, donc ça coupe tout. Hein. C'est ça qu'on s'aperçoit aussi, qu'on s'aperçoit que c'est dans le passé, ben, tu le disais Eric, hein, qu'on voit très bien dit en plus. Et c'est vrai mais on a la sensation qu'ils veulent pas aller dans le passé ou dans les bouquins. Parce qu'il y a un mec qui me disait, mais il faut arrêter de prendre les anciens pour des abrutis en fait. Parce qu'on a toujours, c'est vrai qu'on nous met toujours sous les yeux. On prend les présents pour des abrutis, pourquoi pas les anciens? Oui, mais c'est quand même, en fait on s'aperçoit que les mecs étaient beaucoup plus intelligents qu'on veut bien le dire, quoi. Non mais il y a aussi autre chose. Là aujourd'hui, les gens qui prennent la parole en égyptologie, en archéologie, ce sont des lettrés entre guillemets. C'est pas la plupart du temps, c'est pas des opératifs et des manuels. C'est la même manière de considérer une personne qui ferait ce métier-là aujourd'hui, c'est de lui dire, écoute, je veux ça ici, tu me fais ça, et puis te pose pas de questions et tu te débrouilles quoi. Donc là, par rapport à ces difficultés-là, il y en a qui passent un peu rapidement et qui disent, bah oui, ça a été fait comme ci, comme ça, et parce que c'est ce qu'ils en pensent eux. Dans leur bureau. Là sur internet il y a des tas de gens qui disent mais oui pas de problème, prenez un bloc de 50 tonnes et puis sur du sable vous le montez en mouillant le sable du plateau de Gizeh avec de la boue du Nil, vous montez le bloc de 50 tonnes sur le plateau de Gizeh et ensuite vous le hissez à 60 mètres de hauteur dans la grande pyramide et vous l'ajustez au 10e. C'est fait les doigts dans le nez, il n'y a pas de problème, c'est parce que vous voulez voir des extraterrestres. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de choses? Il n'y a rien à répondre, moi je veux le voir. Alors quand on présente ce genre de choses, on dit ah oui d'accord, ça c'est l'argument d'incrédulité ou je sais plus comment on l'appelle. Ça veut dire que parce qu'il n'a pas eu la démonstration, il ne croit pas. En fait c'est que de la dialectique tout ça, moi je m'en fous. C'est pire que ça, c'est une idéologie que j'appelle pour ma part crypto-darwinisme qui fait croire que parce qu'on est moderne, on sait mieux et plus. Mais Jacques, attends Jacques, il y a un truc, c'est que quand ça commence, moi je le vois avec les bouquins d'histoire de mon fils qui est en 6e, les explications de l'Égypte, c'est hallucinant. C'est même pas ce que dit l'égyptologie aujourd'hui, c'est ce qu'elle disait il y a 20 ans. Donc ça commence, on a 10, 11 ans, on commence à nous raconter une histoire. Et cette histoire, elle se continue, on nous raconte la même histoire pendant 30 ans. On la voit dans des films, on la voit dans des documentaires, dans des bouquins, on la voit un peu partout. Donc au bout d'un moment, elle fait partie de nous. Quand on arrive et qu'on dit il s'est pas passé ça. Alors comment ça il s'est pas passé ça? Là tout de suite ça veut dire quoi? Qu'on ouvre la porte aux aliens. Alors les aliens c'est le petit gris ou le machin qui vient à l'autre bout de l'univers pour nous exterminer. Ou alors l'Atlantide c'est l'homme qui c'est l'homme qui venait de l'Atlantide avec son truc jaune, c'est l'homme poisson, c'est la civilisation engloutie qui était sous la mer. Enfin c'est tout ce qu'on voit chez Disney par exemple. Donc forcément il y a un imaginaire très fort qui est là-dessus et qui empêche de regarder la possibilité qu'il y ait pu avoir une civilisation avant. Et moi la question que je me suis posée c'est de me dire mais en fait si on va aux bases, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose factuellement à cette hypothèse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre de dire non, c'est certain, il n'y a pas eu de civilisation avant? Et là, quand on gratte, quand on va dans le problème de la datation, et j'ai appris par Éric Gontier qu'en fait, on ne pouvait pas dater la taille d'une pierre, mais on pouvait simplement dater une pierre. Quand j'ai appris que les datations des monuments étaient faites par les déchets organiques qu'on trouvait autour, ou suffisamment si par exemple des gens avaient vécu tout autour, on trouve pas mal de choses sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, on dit c'est eux qui ont fabriqué ce truc-là. Au bout d'un moment, on finit par dire ça a été construit à telle date et c'est ça et ça bouge pas. Mais en fait, quand on gratte, il y a pas grand-chose qui empêche ça. La datation, si on la reculait de plusieurs milliers d'années, à part le fait qu'on pense que c'est pas possible, est-ce que scientifiquement on peut affirmer que non, il n'y a jamais eu d'autres civilisations en 4 milliards et demi d'années, il n'y a jamais eu d'autres civilisations développées sur la Terre. Mais je trouve ça hallucinant de penser comme ça. C'est comme si on me dit Dieu a pris un bout d'argile et il a fabriqué un être humain. Je veux dire, je dis pas que c'est cette chose-là, je dis simplement
que ce qui amène à considérer cette idée et à la recevoir comme une idée sérieuse, ce sont les faits. Parce que là, les faits, quand on les considère vraiment et quand on a la chance d'être accompagné Eric le disait, c'est par un géologue ou par des ingénieurs ou par des gens dont c'est le métier de faire ce genre de choses, ben là, le discours, il est totalement différent. Et là, on n'est plus dans les salons, là, on est le nez dans le guidon. Et voilà. Éric Gonthier est venu accompagner Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. Éric, est-ce que tu avais des entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais des croyances sur l'Égypte avant de partir là-bas avec eux? Est-ce que tu croyais comme dans les livres d'histoire, voilà, ça a été fait comme ça? Est-ce que tu t'étais posé déjà ces questions? Pourtant, géologue, la pierre, tout ça, machin, c'est quand même ton cœur de taf et de réflexion. Oui, mais la géologie, ce n'est pas une étude de petits détails en soi. C'est une étude globale de la planète et du mouvement des roches, de la formation de ces roches, et de ces roches éventuellement par rapport à un système solaire, si on veut aller un petit peu plus loin. Mais moi, ce qui m'intéressait dans l'Égypte, c'est parce que il y avait des roches sculptées qui m'intriguaient vraiment. Je me disais, on a des masses de calcaire, du calcaire lutétien en plus. C'est du calcaire de Paris. C'est le stratotype, par Isis. Voilà, et avec je me suis dit tiens, je connais bien cette roche, et je me suis dit tiens, on va aller voir un petit peu comment, vu ce qu'on en a fait à Paris avec les cathédrales, etc. Je me dis peut-être que là-bas je vais apprendre de nouvelles choses et je vais comparer ce calcaire avec celui qu'on a à Paris. Donc ça, c'était une de mes petites missions personnelles. Je me suis dit bon, je vais rien dire, mais je vais voir. Ensuite, ça a été j'ai rencontré des roches qui n'étaient pas en place, c'est-à-dire le Sphinx est un monolithe puisqu'il est sculpté dans une falaise. Ensuite, on a décoffré une carrière pour retrouver le banc franc de calcaire qui sert de soubassement à la Grande Pyramide. Et ensuite, on a bâti la Grande Pyramide avec des très très grandes pierres sur les premiers niveaux, puis avec des pierres de volume plus modeste dans les niveaux supérieurs. Et curieusement, alors je n'y suis pas allé, mais il semblerait que plus on monte ensuite jusqu'à un certain nombre de degrés, je pense que peut-être à partir du dessus de la chambre du roi, on a des blocs de plus en plus gros qui s'amassent vers le sommet de la pyramide. Mieux que ça pour les amateurs, si vous prenez la hauteur totale, que ce soit en mètres ou en coudées, et que vous divisez justement cette hauteur totale par l'endroit où se trouvent ces masses supérieures, et vous trouvez une fois de plus le nombre d'or. Ça aussi, ça fait partie des bizarreries. En fait, c'est à partir de la 50e assise qu'il y a un changement, parce qu'il faut compenser la différence de masse et de résistivité, etc. électrique. Mais ça, c'est un autre problème. Et puis ensuite, donc, entre le calcaire, le granit rose, il y avait d'autres roches. Donc on a parlé des amphibolites noirs, qui se trouvent au pied de le terrassement de la Grande Pyramide. C'est sur laquelle on a construit la pyramide. Non. C'est un parement. C'est-à-dire qu'on a probablement quelques stériles qui traînent, un remblai très bien consolidé, et par-dessus, on a dallé avec des grandes dalles de pierre noire que tout le monde franchit sans même les regarder. Oui, c'est ce qu'on voit voilà, c'est ça, c'est la table de pique-nique dans le film. C'est ça. Voilà, et en même temps, qui n'est pas là de façon aléatoire, puisque ce noir va servir de contraste et va illuminer encore plus la pyramide qui se trouve au-dessus, à l'époque où elle était lisse et bien blanche. Voilà. Et puis, il y a d'autres types de roches. Quand on s'est baladé, par exemple, près des colosses de Memnon, et là, je me suis retrouvé complètement acculé par l'équipe qui m'a dit combien ça pèse. Ils m'ont pas demandé combien ça coûtait. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. C'est la première fois que je m'approchais de ces colosses, et je rêvais depuis mon enfance de m'arrêter devant ces colosses. Et ils étaient évidemment barrés par des barrières. On a obtenu l'autorisation des gardes et je crois de la police de pouvoir rentrer, mais on n'avait pas l'autorisation des soldats. Enfin bon, c'était compliqué. Mais j'ai pu les approcher, les toucher, ce qui est maintenant extrêmement difficile. Et je me suis rendu compte donc que ces deux colosses, d'abord, n'étaient pas verticaux. Ça, pour moi, ils étaient droits, alors que non, il y avait une correction de parallaxe dans cette porte, et les deux grandes statues étaient légèrement inclinées l'une vers l'autre et exactement sous les mêmes angles. C'est deux tours de Pise, quoi, en fait, c'est ça. En gros. Voilà, c'est deux tours de Pise en regard symétrique et en regard l'une de l'autre. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, mais c'est le poids des statues qui a provoqué
français, machin, etc. tout ça. Puis avec un peu de recul, j'ai juste eu le temps de mesurer et non, pas du tout. C'est absolument c'était voulu. Absolument. D'autant que le bord des socles qui supportent les statues est vertical et c'est la face plane qui supporte le piédestal. Enfin, le pied de la statue monolithe qui lui a été taillé en biais. Donc c'est deux raisons qui ont été placées, ces deux socles. Et ensuite on m'a demandé comment on a fait pour les apporter. J'ai fait formidable. Mais j'ai peut-être trouvé une solution. Et ensuite on m'a demandé de calculer le poids et là je me suis retrouvé donc devant ces brèches donc cimentées par des brèches. C'est le nom de la pierre parce qu'on risque quand on est auditeur et pas c'est le nom de la pierre. Donc ce sont des roches avec des grains de quartzite silex à l'intérieur qui sont angulaires et pas ronds. Ça veut dire que donc ce sont des roches qui ont pas, ce sont des sédiments qui se sont entassés à courte distance par rapport à l'information. Voilà. Donc c'est une roche très caractéristique dont malheureusement on ne connaît pas l'origine. Bon. Ah bon? Non. On n'a pas repéré l'endroit où ont été trouvées ces deux roches. Voilà, on n'a pas identifié les carrières d'extraction. On a prétendu, moi j'ai entendu dire des gens, oui ça existe, c'est pas très loin d'ici, mais la plus proche c'est quand même 34 km. Je trouve que ça fait beaucoup à faire avec deux machins comme ça. Ça. Et donc en recalculant la densité du matériau, en calculant les vides, etc., j'ai redécoupé la statue en cubes, plus petit, encore plus petit, pour arriver à quelque chose d'approximatif, mais assez fidèle par rapport au poids des deux personnages. Et là, je suis arrivé pratiquement à des calculs très proches de ceux que les campagnes d'Égypte avaient déjà préalablement réalisés. Ensuite, ce qui était intéressant, c'était que il y avait donc des reconstructions sur ces colosses qui n'avaient rien à voir avec la roche d'origine. C'est-à-dire qu'il y a eu des remaniements et les colosses ont été cassés et restaurés. Bon, ça c'est tout à fait normal. Et puis, pour une anecdote, je me suis dit, mais comment on peut apporter une telle chose à la main? Je me suis dit, il faut de toute façon des échafaudages, il faut une petite rampe d'accès pour arriver jusqu'au pied de leur socle, et ensuite peut-être édifier derrière un grand talus de terre pour permettre de les relever et qu'elles tombent sans briser les angles à la base de la statue, bien sûr, sans que le choc et la vibration, le va-et-vient quand elles se mettent en place ne fassent tout vibrer, que tout s'effondre, en fait, etc. Et je me disais, mais quand même, comment on peut transporter des choses comme ça? Et puis je me dis, si on ne peut pas transporter, on doit alléger à ce moment-là les statues. Et puis je leur dis, mais à tous les coups, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les crues du Nil allaient jusque-là? Et en fait, c'est en rentrant à l'hôtel, un soir, on était en train de dîner, j'étais face aux deux personnages en face de nous, qui sont pas les colosses de même nom, et effectivement, ils s'appellent Patrice et moi Jacques. Mais c'est un colosse. Et en discutant métier. Comme ça, je leur dis, peut-être qu'ils avaient des radeaux qui pouvaient permettre d'alléger avec des eaux peu profondes, et à Manu Militari, avec un certain nombre de personnes, peut-être qu'on pouvait arriver à balader ces énormes de blocs de près de 1450 tonnes, qui en font les deux plus grosses statues transportées du monde. D'accord. Voilà. Et juste à ce moment-là, je ne sais plus lequel des deux comparses m'a dit, mais regarde derrière toi, et je me suis retourné, et il y avait une des gravures rapportées des campagnes de Bonaparte, et on voyait les colosses de même nom, les pieds dans l'eau. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose. Mais je n'affirme rien. Je dis, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est en fait par des raisonnements, et puis peut-être par du bon sens, qu'on va pouvoir trouver des recettes qui permettraient effectivement de faire avancer les choses. Ça vous passionne, de toute façon. Il faut oser quand même se dire, on va mettre deux statues de 1300 et quelques tonnes sur un piédestal sous chacune de 500 tonnes. Il faut quand même oser et réussir à chaque coup. Parce que quand on dit, tiens, on va se faire une grande pyramide, les mecs, on va y aller, et puis voilà, basta, terminé, on n'en parle plus, c'est fait. Voilà. Ne serait-ce que pour le problème évoqué avant, c'est-à-dire la sculpture intérieure du fameux coffre. Moi, je l'appelle le coffre et non pas le sarcophage. Sarcophage, c'est du grec, mangeur de chair. Eh bien, rien que ça, c'est une énigme invraisemblable, parce que la perfection absolue, quasiment. Justement, Patrice voulait intervenir sur ces problèmes de précision qu'on a évoqués auprès de Chris Dunn, qui est l'auteur d'un bouquin. J'aimerais juste que vous répondiez à vos auditeurs qui attendent depuis très longtemps. Voilà. Merci de le rappeler, Jacques. Quand même. Très bien. Eric, quelle est ta question? Alors, ma question, elle est claire. Donc, dans votre documentaire, vous alignez les constructions archéologiques et vous passez la ligne sur les Dogons du Mali, qui, je pense, n'ont pas de construction.
Et eux-mêmes, ils disent clairement que leur savoir astronomique leur a été enseigné par des êtres venus du ciel. Alors peut-on vraiment penser, comme votre logique d'alignement des sites, que tous ces monuments ont pour même origine la vie extraterrestre? Alors, on n'a absolument pas abordé cet aspect-là, puisque le seul à parler d'extraterrestres, c'est Monsieur Jean-Pierre Adam. Et en ce qui nous concerne, le fait que l'équateur penché passe chez les Dogons, d'abord il faut préciser que les Dogons, victimes des sécheresses, ont changé de place, donc ils ne sont plus exactement dans le même secteur. D'autre part, c'est Robert Temple, l'auteur anglais, qui fait état des découvertes faites par des ethnologues français, dont une que j'ai connue, Madame Dieterlin, et Marcel Griaule, donc. Et on a pu ratifier les éléments culturels des Dogons du point de vue astronomique 30 ans après que ça a été raconté dans les bouquins de Marcel Griaule et Dieterlin. Ça, c'est un premier aspect. Moi, là où j'ai été choqué lorsque je suis allé au Mali, c'est parce que ils décrivent des Dogons, c'est-à-dire c'est une ethnie relativement minuscule, en tout et pour tout groupe réuni, ça fait 70 000 personnes environ. Ils disent que le système de Sirius est ternaire d'une part, première curiosité, et surtout la chose innommable, c'est que c'est l'élément le plus petit qui est le plus lourd. Or, il n'y a aucune expérience humaine qui permet cela. Aucun moyen de vérifier cela. Comment on peut savoir que le système de Sirius a une étoile qui est beaucoup plus lourde que les autres et qui entraîne du point de vue gravitationnel ce bazar qu'on n'observe pas à l'œil nu. Rappel. Donc ça, c'est le problème pour moi majeur. L'expliquer par des extraterrestres, ça ne fait que repousser le problème. Ce que vous avez cru comprendre et que j'ai dit et répété, c'est que je ne fonctionne pas par hypothèse. Moi, je suis comme Isaac Newton. Je me borne à mettre en relation logique des faits. C'est tout. Je n'ai pas à dire si ce sont des extraterrestres, machin. Tiens, il me montre Fernand. C'est pas Fernand, ça je peux l'assurer, mais je veux dire ça, je ne donne pas de solution. Je fais simplement remarquer cela à Patrice et il prend la décision de le filmer ou non. Grosso modo, c'est comme ça. Voilà, Eric, ce qu'on pouvait répondre à la question que tu as posée. Il me semblait qu'ils venaient de l'eau, moi, les Dogons. Ils ont dit qu'ils venaient de l'eau et pas du ciel. Non, il y a plusieurs. En fait, c'est plus compliqué que cela parce qu'il y a plusieurs ethnies et elles ne sont pas, d'accord. Mais je crois que c'est une affaire qui doit se régler entre... c'est une étude sur les termes utilisés. Voilà, bon. Je crois que c'est plutôt ça, parce que il est très difficile de se débrouiller avec des langages qui ne sont pas écrits déjà, et qui sont en voie de liquéfaction littéralement, parce qu'entre les Dogons il y a 30 ans et maintenant, je ne sais pas si on s'y retrouve. D'accord. Ouais. Merci Eric d'avoir été avec nous. J'ai une autre question. Vas-y, pas de problème. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la théorie de Jean-Pierre Houdin, comme quoi les bâtisseurs sont servis d'une rampe en forme de spirale située à l'intérieur de la pyramide de Khéops pour faire monter les blocs. Alors je disais à l'instant que je ne fournissais pas de théorie, mais je suis d'accord avec cette vue, je l'avais observée moi-même dans mes premiers voyages. Il y a des choses observables sur les arêtes qui sont d'anciennes chambres de retrait de pierre, mais bon, ça c'est un terme technique, je m'en expliquerai une autre fois. Je suis d'accord avec l'hélice hélicoïdale, cependant elle n'explique absolument rien, puisque la pyramide qui est juste à côté, la médiane, elle est à peu près de 9/10 de dimension, et il n'y a pas ça pour la construire, donc ces gens-là, ils sont en train de vous dire, les bâtisseurs, nous avons 36 méthodes pour faire ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Et c'est ça le problème. Et ils le font avec une perfection de conception et de réalisation, et surtout une perfection d'intégration écologique. Ça sent quand même une vie morale. C'est ça moi aussi qui m'a fait penser à ce qu'on voit dans une haute civilisation. J'ai pas dit extraterrestre en revanche. Ce qu'on voit dans la pyramide de Képhren, je ne sais pas si tu l'avais observé, Eric, sur place, c'est que les premières assises, des grosses pierres des premières assises, sont sculptées directement dans le plateau rocheux. Et ensuite, il y a des blocs qui sont mis, qui sont un peu plus petits. Et par-dessus, on retrouve des blocs dont on en avait mesuré un qui faisait 8,80 m de longueur, et qui faisait un peu plus d'1,50 m de haut, 1,60 m. Oui, et puis qui était quand même
faut expliquer la chose, parce que quand on est sur place, on ne fait pas attention. Personnellement, moi, je mets de l'eau pour voir clairement ce dont on parle, parce qu'il y a des fausses roches. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sculpture, et ils ont pris la peine de faire des fausses rainures pour nous faire croire que c'était plusieurs blocs, et généralement, c'en est qu'un seul, qui fait quelquefois 4,30 m, et allons-y, on n'est pas ce qui est inexplicable. Ce qui est inexplicable parce que ces blocs étaient recouverts par un parement. Donc du coup, je vois pas je comprends pas la fonction de ce genre de choses. Alors, je veux pas qu'on rentre dans quelque chose de trop technique, mais avec Eric, on a eu la chance de visiter l'intérieur de la Grande Pyramide, et notamment de descendre dans ce fameux couloir qui fait une centaine de mètres et qui nous amène dans la chambre basse. C'est un couloir qui est pour une partie maçonné, c'est-à-dire qu'il traverse les blocs qui sont construits, et puis pour une autre partie, il est creusé directement dans la roche. Et ça pose plein de questions. Et justement, on parlait de la théorie de Jean-Pierre Houdin avant. Moi, j'ai pas entendu relever ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a commencé par creuser ce couloir avant de mettre la pyramide. Et il faut pas se rater parce qu'il est quand même parfaitement symétrique avec l'intérieur. Il est sur une perfection de pente. Nous, on l'a mesuré. La pente est constante sur toute la longueur. Alors, 26 degrés 18, c'est le nombre d'or carré. Je suis pas aussi certain. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas les instruments suffisamment précis ou des méthodologies de relevé suffisamment précises pour choisir entre 26-18, qui est la mesure la plus fréquente, et 26-33, qui est la diagonale d'un double carré, qui est connue pour une méthodologie géométrique chez les Égyptiens et chez les mégalithes et partout ailleurs dans le monde. Non, mais 26-18 ou 26-33, ça veut dire que sur 100 mètres... C'est le loto, quoi. Non, 26-30. J'ai noté 26-33. Ça veut dire qu'on est en dessous du degré, donc il faut se remettre encore, et on est en train de creuser un couloir qui descend dans la roche et qui fait presque 70 mètres creusés comme ça. On peut pas se louper, c'est fait en une seule fois, c'est la perfection. Et c'est 1 mètre sur 1 mètre. Je veux dire, c'est un boyau, quoi. On descend et puis on arrive dans une chambre souterraine qui est même pas terminée, qui est assez brute. Et ça, Eric, c'est pareil, j'aimerais bien que tu donnes ton sentiment par rapport à l'intérieur de cette construction qui est quand même assez insolite, en fait. Assez surprenant dans la manière de le faire, et comment on pourrait expliquer ce genre de choses. Une pyramide, on ne peut pas l'asseoir sur une pente. Il faut qu'elle soit impérativement, on va dire sur une horizontale, même si elle peut être parfois légèrement, de quelques degrés inclinée, peut-être pour évacuer les eaux, ou peu importe. Alors, le premier acte qui a été mené, ça a été donc de nettoyer toutes les roches altérées. Donc, ils ont creusé cette fameuse carrière qui est tout autour, et ils sont arrivés sur un banc en France, c'est-à-dire une couche de calcaire qui était considérée comme, on va dire, indestructible. En même temps qu'ils ont dessiné au sol une partie de la base de la pyramide, ils ont continué à creuser autour, récupérer une grande partie de ces très grandes pierres, très très longues, qu'ils ont redisposées sur la base de la pyramide, sur plusieurs gradins. Et une fois qu'ils ont utilisé pratiquement tout ce qui était employable et propre, cohérent dans cette carrière, et qui sont arrivés au terme de ce qu'ils pouvaient extraire, à ce moment-là, ils sont passés par une autre technique de blocs nettement plus petits, mais tous différents, parce qu'il fallait éviter aussi on sait qu'il y a de la sismique dans le coin, donc il fallait éviter le phénomène d'isotropie, à savoir que une onde qui passerait, c'est comme un tsunami, il suffit d'avoir des reliefs, et arrive un moment, si les reliefs se rejoignent, l'onde de choc le phénomène ondulatoire va être accentué, et il y a des pierres qui vont sauter en l'air. Donc ça gicle, il faut le voir pour le croire. C'est comme un tapis qu'on secoue. Au début, la poussière sort pas, mais au bout, ça dégage. Et donc, pour éviter ce phénomène d'isotropie, il fallait disposer de roches qui soient taillées, de pierres sculptées, toutes différentes, mais parfaitement ajustées pour définir des lignes qui soient propres et calculées à quelques degrés près pour construire cet élément qui devait s'élever dans le ciel. Très simplement. Alors, on continue les questions des auditeurs avec Fernando. Salut Fernando. Bonsoir Bob. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à l'équipe. Bonsoir à Monsieur Gontier. Et je suis vraiment, vraiment ravi de pouvoir parler avec Monsieur Jacques Grimaud et Mister Patrice Poyard. Alors,
Quelle est ta question, Fernando? Alors voilà, ma question est en rapport avec le langage fermé. Comme la géométrie est un langage fermé pour les constructions, et comme Monsieur Grimaud sait que dans la dialectique ou dans la parole, il y a un langage fermé aussi, est-ce que justement dans certains écrits religieux ou non, en utilisant ce langage fermé, il y aurait des indications par rapport à ceux qui auraient construit cette pyramide? Je ne pense pas qu'ils aient souhaité se désigner eux-mêmes pour des raisons qu'on pourrait qualifier d'ordre moral, religieux, parce que j'avais noté tout au long de mes recherches dans ce domaine que signer, c'était un acte orgueilleux, parce que la divinité semble pour eux faire beaucoup mieux et qu'elle-même ne signe pas. Elle se laisse apercevoir et je pense qu'ils en ont fait autant. Si ça avait été signé, il me semble qu'il y a très longtemps qu'on l'aurait aperçu, on se serait posé des questions. Malheureusement, ce qu'ils signent, c'est la perfection de l'intention et de la réalisation et pas davantage. Ok, Fernando. Ok. Une dernière petite question. Vas-y. Il y a quelques années en arrière, on a découvert un site en Iran et qui pourrait peut-être être la fameuse civilisation d'Harappa disparue. Vous en pensez quoi? Rien. D'accord, ok. Aussi. Désolé, parce que ça ne fait pas partie du film, d'une part, et d'autre part, il est très probable qu'on se retrouve avec ce sujet à traiter ultérieurement. Oui, je me doutais aussi. Voilà. C'est un peu la carotte, tu sais. Non, c'est pas la carotte, c'est que il faut présenter les choses dans un ordre logique. Alors on nous reproche ça. Pour les comprendre déjà. On nous dit vous faites du teasing, vous faites du marketing, vous êtes là pour vendre votre camelote, etc. Parce qu'on a accusé de toutes sortes de choses. Mais la chose, c'est que si on était arrivé là avec des éléments, ce qu'on présente dans avant l'hypothèse, même les alignements, l'île de Pâques, etc., sans avoir présenté tout ce qu'on avait présenté au préalable, il y a des tas de gens qui auraient dit mais c'est n'importe quoi, ils sont en plein délire. Et il faut petit à petit montrer les choses, montrer la logique, montrer l'honnêteté aussi, même si pareil, d'autres nous la reprochent. Moi j'ai le sentiment d'avoir été honnête en mettant les arguments les uns derrière les autres, en montrant ces faits. Et la chose, c'est qu'il est nécessaire de prendre connaissance petit à petit. D'ailleurs, quand on voit ce que ça déchaîne comme débat, il est nécessaire déjà de digérer toutes ces choses-là avant d'aller plus loin et de découvrir d'autres choses. Step by step. Et on a Naoya, c'est pas simple comme prénom. Ça vient d'où, Naoya, ça? Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça vient d'où, Naoya, comme prénom? Alors, Naoya, c'est en fait un pseudo et c'est fait exprès pour pas que les jeunes filles me reconnaissent avec qui je travaille. Mais comme on parle des pyramides, il est fort à parier qu'elles n'écoutent pas. D'accord. Ok, bravo. Bon, ben voilà. Excusez-moi. Alors, attention. Est-ce que tu veux que je pose ta question? Parce que je les ai sous les yeux. Alors, Naoya voulait poser cette question. D'après vos recherches, la pyramide de Gizeh a-t-elle une utilité mécanique? Déjà, ça c'est une question que tu voulais qu'on pose. Je la pose pour toi. Effectivement, je suis pas devant le PC, donc excusez-moi. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, c'est une bonne question parce que je dévoile de manière un peu prématurée le contenu d'opus plus lointains. J'appelle depuis mon jeune âge métamachines ce genre de construction parce qu'elles ont des fonctions énergétiques très subtiles qui ne s'aperçoivent pas. Il faut vraiment rentrer dans la pensée des concepteurs réalisateurs. Et justement, c'est là qu'intervient la Pierre et Eric pour les opus suivants. On ne nous reprochera pas d'être amis avec Eric. On est amis parce qu'on l'estime moralement et son intégrité pour nous est une pièce prépondérante dans notre travail. Donc très brièvement parlant, les propriétés des pierres, c'est autre chose que seulement la résistivité électrique, etc., qui sont pourtant intéressantes. Je donne cet exemple suivant, mais il y a j'ai détecté 8 machines statiques dans la Grande Pyramide. Vous en connaissez une, c'est la fonction horloge, c'est-à-dire orientation. Ça n'est pas une machine, on pourrait dire, mais en réalité, si. J'explique comment. D'abord, je vais détruire un mythe. On ne peut pas prendre les dimensions d'un édifice comme celui-là, parce qu'il faut, si on veut le faire, prendre le moment et le lieu, parce que comme le calcaire se dilate, il a un indice de dilatation particulier, selon l'hygrométrie, selon l'orientation solaire, etc., le moment de la journée. Donc il faut arrêter ces âneries. C'est pourquoi je pense qu'on doit prendre les mesures dimensionnelles de ce type d'édifice dans la chambre haute qui est en granit, et cette chambre, elle est indemne d'érosion, de vieillissement, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, et je l'avais dit d'ailleurs à un monsieur, prof de maths,
qui a contribué à faire connaître l'aspect mathématique, fort obligeamment, je lui ai dit, prends les dimensions de la chambre haute, tu en déduiras le reste. Je veux bien faire un article, mais je sais pas que ça à faire, malheureusement. Et pour revenir à la chose, lorsque le calcaire se dilate, il faut se souvenir d'une chose que presque personne ne sait, hormis Eric et les gens de sa spécialité, à savoir que la densité du calcaire et celle du granit sont quasiment identiques. Ça permet de s'épargner des calculs invraisemblables parce que lorsque le calcaire se dilate avec la montée du soleil, la forme du bâtiment permet ce qu'on appelle une montée à gradient régulé. Et cette pression donc s'exécute, si je puis dire, sur la chambre haute qui elle est de granit. Or il y a dans le granit du quartz. Et le quartz, lorsqu'on le tord, on le soumet à une action mécanique, il produit des micro-courants. C'est l'effet piézoélectrique. Voilà. Or l'effet piézoélectrique rentre dans la machine dont je parle. D'accord. Ça, c'est une machine très simple par rapport aux autres. Donc, c'est le soleil qui fait le boulot. Il n'y a aucune pièce. C'est la pression quotidienne. Et je dis très clairement, toutes les personnes qui diraient que la substructure a été établie pour des raisons architecturales, on est dans le délire. C'est pour des raisons purement énergétiques. C'est-à-dire, il y a des effets complexes, je n'en parle pas, je dis simplement, c'est une métamachine. Et la production de micro-courants, curieusement, on peut l'améliorer et l'utiliser grâce à la voix. Mais j'expliquerai ça dans des bouquins ultérieurement. C'est quand même super intéressant ce point de vue-là. Et alors là, on peut dire, c'est des extraterrestres ou non, je m'en fiche. C'est pas ça ce que je recherche, moi. Si tu dis que le soleil fait le boulot, moi je fais le mien. Jusqu'à 23h. À la tête pour ça. Et oui, en tout cas, vous restez donc ce soir avec moi pour parler des pyramides. Eric, la question que j'ai posée juste avant la pause était la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut refaire à l'identique, avec les moyens que l'on a, les pyramides ? Alors, si je vais être focus, je dirais oui. Dans la réalité, non. C'est-à-dire que le problème ne peut pas être posé de la même manière. On dispose aujourd'hui d'une haute technicité, des hautes technologies qui peuvent nous permettre d'anticiper, de tracer et de créer virtuellement une grande pyramide. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, en termes de réalisation, ça, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Certains se sont lancés dans des pseudo-reconstitutions qui ont démontré le malaise d'une tentative de la faisabilité, en fait. De la faisabilité, puisque ils ont réussi effectivement leur coup, mais ça s'est quand même effondré, mais ça n'a jamais été montré en caméra. Ouais. Alors, on peut, si on avait le temps, si on avait l'argent, si on avait tout ce qu'il fallait, peut-être qu'on y arriverait, mais je pense qu'on mettrait beaucoup plus de temps que ceux qui les ont créés à l'origine. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on veut se lancer sur des créations d'architecture gigantesque, on est obligé d'adapter du matériel. Ça demande donc une réflexion en termes de logistique, des réflexions en termes de résistance des matériaux, capable de soulever des blocs sur de hautes altitudes. Donc on repose le problème que tout le monde se pose actuellement, comment est-ce qu'on les a bâtis. Maintenant, en supposant qu'on arrive à construire ces pyramides, à monter des blocs de granit dedans, sans les briser, sans qu'il y ait la moindre esquille sur le moindre angle, la moindre arête, j'ai du mal à y croire. Bien sûr, on pourrait héliporter un certain nombre de choses. On a effectivement du matériel pour réaliser ça. Ouais. Mais on ne serait plus dans les mêmes configurations qu'à l'époque. Enfin, supposé. Donc, reconstruire des pyramides, oui. Les mêmes, non. D'accord. Mais il y a des hélicoptères à Abydos. Ce qui serait bien, là, c'est qu'un milliardaire mégalomane... se lance dans le truc en disant après tout 20 ans ça va, c'est pas la mer à boire, je vais prendre les méthodes de travail, à la limite je vais peut-être les booster un petit peu pour la découpe de pierre et tout, et qu'on essaye d'en refaire une. Ça permettrait de clore définitivement la question. On verrait comment les difficultés rencontrées, ça ferait des super documentaires. Je pense que le type vendrait son truc dans le monde entier. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il finance notre film, non ? Oui, mais bon, ce serait plus qu'il est intelligent. Bon alors, une question. Et souvent, l'a priori qu'on a sur les grandes pyramides, c'est que on a toujours l'impression que c'est un jeu de cubes. On prend les pierres, on les pose les unes sur les autres et on les laisse grimper comme ça en altitude. On va de grand nombre de pierres vers un nombre de pierres décroissant pour arriver à la flèche. Bon, mais non, ça marche pas comme ça.
Parce que à l'intérieur de la pyramide, à la base, quand on descend justement dans la chambre basse, il y a un endroit pour moi magnifique, c'est le contact entre la pierre artificielle et la pierre naturelle. Ça, je trouve ça extraordinaire. Effectivement, le couloir qui descend, le tunnel qui descend, est parfaitement rectiligne, c'est-à-dire parfaitement ajusté. C'est troublant, quoi, tellement c'est bien fait. Bon, ensuite, je suis perdu, super. Je vais te laisser. Je voudrais dire qu'il n'y ait pas d'erreur. Tu parles de pierre naturelle et pierre artificielle. Déjà, je pense qu'il faut éclairer la situation. Alors, pierre artificielle, j'entends des pierres ouvragées, artefacts, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, quand on monte vers la dite chambre du roi, là, on se rend compte que toutes les pierres sont pas horizontales, mais obliques. Donc, qui sont soumises à des pressions et des tensions et capables de supporter aussi des charges extrêmement importantes. On a des glissières à cet endroit-là, des glissières qui présentent vraiment une certaine usure sur leur pente et qui démontrent qu'on a affaire à la fois à un ouvrage architectural de très très haut niveau de qualité, capable de résister à des tensions, à des tractions, etc., extrêmement importantes, et on est en biais, c'est-à-dire que ça n'obéit pas à ce qu'on croit, c'est-à-dire au petit paquet de cubes. Petit mécano, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, le jeu de cubes. Ouais, c'est ça, le jeu de cubes. Non, on se rend compte que là, il y a un gros problème, parce que l'oblicité de ces pierres, si elle n'obéit pas à certaines lois architecturales, tout s'effondre. C'est-à-dire que c'est toute la base de la pyramide qui va partir de sa base et qui va entraîner évidemment tout le reste. Bien sûr. Donc, ce qui est vraiment important de signaler ici, c'est que il y a la conjugaison d'une roche-mère intacte à la base, de gros blocs très longs qui forment les premiers degrés de la pyramide. Ensuite, des installations de blocs obliques, sans voûte évidemment. Et puis ensuite, l'installation au milieu de tout ça, d'une chambre en granit et non plus en calcaire, qui, elle, n'a jamais bougé. C'est-à-dire, si vous la visitez un jour, si vous avez cette chance-là, vous verrez que ces énormes blocs, on peut, comme on le dit toujours, on ne peut pas passer un papier cigarette entre les pierres. Or, quand on sait que l'extérieur de la pyramide a subi un certain nombre de dommages, à savoir que les parements se sont effondrés, bon, on est ensuite recyclé, il y a eu des séismes, du pillage ensuite, etc. Oui, bien sûr. Et donc, l'édifice en lui-même, donc pyramidal, a subi des dommages ondulatoires à l'extérieur, et ça protège absolument l'intérieur. Voilà. Et quand on a l'impression que le centre, il y aurait comme une sorte de pylône quadrangulaire qui partirait de toute la base de la pyramide vers son sommet, qui finirait en pyramide, et qui serait destiné à être protégé par ces sortes d'arcs-boutants qui seraient la base de la pyramide par elle-même. Incroyable. Mais moi, j'aurais aimé que ce soit monsieur Jean-Pierre Adam qui fasse cet exposé, parce que, à part le mépris qu'il semble avoir, on l'a proposé, c'est exact, 3 fois de suite, il a été sollicité, mais il ne s'adresse qu'à des gens de sa qualité. Donc c'est hors service. On peut dire juste un mot rapide sur les géopolymères, c'est-à-dire la pierre réagglomérée, parce que j'ai proposé à Éric Gontier de venir avec nous. On allait faire l'interview du professeur Davidovitz et on est allé là-bas ensemble voir la pierre réagglomérée. Je voudrais que tu peux expliquer ce que c'est déjà. Alors, la pierre réagglomérée, on trouve, vous cherchez géopolymère ou pierre réagglomérée sur Internet et vous trouvez pas mal de choses. Le professeur Joseph Davidovitz, qui est un Français qui travaille sur ce procédé depuis plus de 25 ans, peut-être 30 ans maintenant, qui a mis au point, c'est la technique, la polymérisation des matières plastiques. Il a adapté ça à la pierre, donc il arrive à réagglomérer des pierres qui sont pas des pierres synthétiques avec des produits chimiques, etc. Ça ressemble à de la pierre naturelle. C'est comme s'il accélérait le processus qui est mis en œuvre par la nature pour faire des pierres sur des durées très très longues, et lui il raccourcit tout ça et il obtient des pierres qui imitent les pierres calcaires. Et je me rappelle que quand on est arrivé à l'entrée... Ça imite rien du tout, Patrice, excuse-moi d'être désagréable, c'est du calcaire. Oui, c'est du calcaire. Et le BRGM ne fait même pas de différence entre le calcaire et le naturel. On est d'accord, mais c'est fait par une personne et c'est fabriqué. Donc après, quand moi je dis ça imite, c'est parce que c'est une personne qui l'a recomposé. Et je me rappelle quand on est arrivé à l'entrée, il y avait un énorme bloc de calcaire et tu t'es arrêté, Eric, sur ce bloc de calcaire en disant, voilà, quelle belle pièce de lutétien, avec ton jargon de géologue, quelques numulites, 2-3 trucs, je me souviens plus ce qu'il y avait dedans.
Et tu dis, ça vient d'où ça? Et là, Davidovits a regardé avec un gros sourire en disant, ça c'est moi qui le fais. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai vu dans tes yeux que, aïe, il y a quelque chose là, et j'ai regardé ça, et c'est vrai que ce procédé-là, on en a parlé un peu plus en détail pendant un petit moment, et ensuite on est allé on est revenu te voir pour faire une interview, une chose qu'on n'a pas montée parce que c'était dans la longue coupe de 52 minutes du film. Et là, tu nous as dit face caméra que l'hypothèse des géopolymères pouvait permettre d'expliquer certaines choses impossibles parce que les blocs sont trop gros, parce que ce qu'on observe, des choses sur le site de Gizeh, pas seulement sur la Grande Pyramide, sur d'autres choses, et je pense notamment au mur du temple de la Vallée. Donc en fait, on aurait reconstitué de la pierre sur place. Oui. Soyons basiques, clairs. On aurait, mais il y a des pierres qui sont taillées et des pierres qui sont reconstituées. Ça rejoint ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous montre toutes sortes de techniques. On peut mouler, on peut tailler. Qu'est-ce que tu en penses après coup? Là, on est quand même longtemps après le film maintenant de tout ça, des géopolymères, de ces techniques-là, de ce qu'on a vu sur le site. C'est quelque chose qui te paraît, parce que c'est raillé par beaucoup d'égyptologues. Enfin, c'est traité. Moi, j'ai vu Davidovits se faire insulter dans un colloque. C'était au Grand Palais, on a filmé d'ailleurs tout ça, c'était pathétique. On s'est moqué de lui en disant que c'était des techniques qui tenaient pas la route, c'était un charlatan, etc. Et c'est des géologues qui se sont moqués de lui, entre autres. Pas seulement, il y avait des égyptologues, des archéologues. Moi je dirais que c'était la clique habituelle des idéologues. Bon. Alors laissez-le répondre 2 secondes. Il y a des savoir-faire, c'est évident, parce que quand on regarde les pyramides mayas, qui sont beaucoup plus récentes bien évidemment, mais qui sont soumises aux intempéries des forêts tropicales humides et qui sont particulièrement sévères quand il s'agit d'eau météorique, de pluie, donc d'humidité, le développement bactérien, les algues, les champignons, etc., qui attaquent les stucs qui sont sur les temples. Or, ces stucs mayas se retrouvent très souvent en excellent état. On retrouve même les pigments qui ont été apposés dessus. Bon, ça veut dire que il y a des savoir-faire, il y a des véritables savoir-faire que nous avons perdus et que nous sommes aujourd'hui en mal de pouvoir reconstituer. Maintenant, si on se reprojette plus loin en arrière, en Égypte, pourquoi effectivement n'y aurait-il pas la possibilité à des gens qui maîtrisent de certaines technologies qui nous surprennent encore aujourd'hui, de posséder la technologie qui leur permet de fabriquer, de mouler des matériaux. Alors, chez Davidovits a vraiment démontré que c'était tout à fait possible et que c'était même bluffant. Et surtout, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il l'a fait avec les matériaux égyptien. C'est-à-dire qu'il a été chercher là où il fallait, dans des sites bien connus, les différents matériaux servant à la fabrication de ces roches d'imitation. Je n'ai pas dit de la synthèse, d'imitation. Donc, est-ce qu'il ne serait pas effectivement plus logique, comme on l'a vu par exemple dans le fameux trou de Kimberley, de mine première, la plus grande mine de diamants qui a permis de comprendre ce qu'était que l'origine du diamant, où on a vu des gens au 19e siècle tendre des kilomètres de câbles pour ramener le sable diamantifère ou les roches diamantifères jusqu'à l'extérieur, pour ensuite damer tout ça et trouver leur diamant intérieur. On a vu des araignées entières de câbles comme ça qui allaient des poids assez considérable, à la fois d'eau, de nourriture et surtout de roches. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement amener une hypothèse où on aurait allé des roches broyées à la base de la pyramide dans des sacs et ensuite, avec de l'eau, reconstituer certaines longueurs de roches pendant une durée d'une journée par exemple, donc ils savaient qu'ils pouvaient fabriquer par exemple tant de longueur, etc. Et puis finalement avec le savoir-faire, pourquoi ils fabriquaient pas finalement des blocs de plus en plus gros pour aller plus vite? Bon, moi je pense que personnellement, je ne suis pas monté dans les degrés concernés. J'aurais vraiment aimé, mais 2 ans de tôle et puis la baston en descendant. Et moi je me suis fait tirer dessus, la première fois que j'ai essayé. J'ai vu qu'il y avait des Russes, une bande de Russes qui étaient montés là-haut. Non, c'est la nuit. Ils étaient rusés. C'est la nuit. Ah oui, ils étaient rusés. Non, ça moyen quoi, moyen. Mais pourquoi pas? L'idée est très intéressante. Et par contre, ce que j'ai regretté chez Davidovits, c'est pas avoir fait ma fameuse lame mince dont j'avais besoin pour vraiment étudier le matériau. Mais je l'ai testé avec mon marteau, le fameux pif paf
pouf, ça doit te rappeler quelque chose. Donc à Paris, pour les carriers autrefois, pour indiquer si la roche était cohérente ou pas, ils tapaient dessus, ça fait effectivement pif quand elle est de très très bonne qualité, paf, pas terrible, et pouf, quand elle est vraiment voilà. Je l'ai pas dit, mais on marche dedans quand même. Moi je peux le dire. Alors, je souhaite ajouter sur toi, Eric, cette chose importante que ça, pif paf pouf, aucun livre ne l'enseigne. Il faut l'entendre, il faut être habitué à cette écoute-là et avoir une oreille saine quand même. Et là c'était du pif. C'était du pif, c'était du très bon pif. Voilà. On part à Genève retrouver Thomas. Salut Thomas, 29 ans. Salut mon Tom. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors Thomas, quelle est ta question? Alors j'en avais plusieurs, mais d'abord commencer par dans le documentaire vous évoquez la franc-maçonnerie et puis ou les réseaux, et puis vous sautez cette piste. Pourquoi? Non, on n'évoque pas la franc-maçonnerie ni les réseaux. C'est un moment où on voit Yao Ming-Pei. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus parce qu'ils ont dit oui, il est en train de sous-entendre des choses, etc. Moi, je sous-entends rien du tout. Je vais voir un bâtisseur moderne de pyramide. Il a fait la pyramide du Louvre. Je remarque qu'elle est dans les proportions quasi identiques à la Grande Pyramide. Donc la seule chose qui m'intéresse dans ce qu'il est en train de dire, c'est le nombre d'or et la présence du nombre d'or qu'il a reconnu chez les Égyptiens, parce que c'est un architecte. Et donc il l'affirme et il dit voilà, j'ai utilisé la proportion des Égyptiens, c'est extraordinaire. Il essaye de me faire croire que c'est par hasard qu'il est tombé dessus. Moi j'en crois pas un mot, mais bon, chacun après pourra déduire de ce qu'il dit les choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très embarrassé et qu'il fuyait tout un tas de questions, qu'il voulait pas répondre, et qu'on a passé 1 heure à essayer de le cuisiner, à lui poser des questions, qu'il se réfugiait derrière la traduction qui était pas très bien faite, etc., pour finalement nous planter avec un mot qui faisait presque une page qu'on lui a apporté, qui était censé lui dire il y a une visite chez le dentiste, donc elle devait détailler tout ce qu'il allait faire pendant toute la séance. Il a mis un petit moment à lire ça et puis il est parti, voilà, en plein milieu de l'interview. Donc la chose que je dis, bah tiens, c'est à notre époque, il y a des gens qui fabriquent des pyramides, qui les conçoivent avec des proportions particulières et qui n'ont pas plus envie d'en parler que les anciens. Point. Ouais. Après derrière, c'est ce que j'ai abordé un peu tout à l'heure, je dis qu'il y a des gens qui imitent. Maintenant, franc-maçonnerie, pas franc-maçonnerie, enfin personnellement c'est pas du tout mon problème, ni mon interrogation, ni ma question, et voilà, moi je m'en fiche de ça. Voilà Thomas, une autre question peut-être? Oui, alors parce que justement pour la franc-maçonnerie, il y a Nerval qui est lui-même franc-maçon. Oui. Qui, dans son livre Voyage en Orient, raconte une initiation, enfin, en tout cas qui est probablement la sienne, et qui laisse sous-entendre que à un certain moment, en tout cas, les pyramides ont été sous le contrôle ou l'utilisation des francs-maçons. Et alors, dans quel but? C'est ça la chose. C'est Gérard Labruni dont on parle. On parle de Gérard Labruni. On comprend plus rien. Expliquez, ne vous marchez pas dessus. Il s'agit de Gérard Labruni, Gérard de Nerval, nous sommes d'accord. Oui, c'est ça. Et il se trouve que j'ai connu son arrière-petite-fille, qui était institutrice, et avec laquelle j'ai pu discuter de cela. Alors ça peut boucher le coin des détracteurs. Et la chose est suivante, pour ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il était allé spécialement pour découvrir le savoir ancien, et qu'il a dû meubler parce qu'il découvrait en réalité pas grand-chose. C'est-à-dire que les maçonneries ne sont pas comparables par ailleurs. La maçonnerie française n'est pas la maçonnerie anglo-saxonne. Il y a évidemment des points de convergence, et la maçonnerie arabe n'a pas grand-chose à voir, etc. Et je pense que le problème posé dans le film n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, quelle qu'elle soit. Bon. Voilà. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a laissé entendre que si ces gens étaient plus savants qu'ils prétendent l'être, ils auraient déjà peut-être eu une réaction à l'égard du film. Bon. Écoute, Thomas, voilà ce qu'on pouvait te dire. J'avais encore une chose. Alors, vas-y. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la franc-maçonnerie, avec les autres réseaux d'ailleurs, c'est que les récentistes les soupçonnent d'être, pour une grande part, dans les falsifications historiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de récentisme, mais en tout cas, il y a peut-être certaines interrogations, notamment astronomiques, par rapport à ce qu'on appelle l'horoscope du site des pyramides, qui pourrait laisser penser qu'elles pourraient être récentes, ces pyramides. Ça me paraît une hypothèse, et comme toutes les hypothèses, c'est intéressant, mais j'ai précisé tout à l'heure que je ne fonctionne pas sur ce modèle. J'assemble les faits que je constate pour être solidement établis.
Et je ne formule pas des hypothèses, mais des démonstrations. Première chose. Deuxième chose, si vous apportez des éléments contributif, on va pouvoir en discuter, mais là c'est simplement un point de vue totalement vide. Il n'y a rien qui vient étayer, il n'y a pas un admédicule qui pourrait laisser penser que tout ça. Moi, à mon avis... Calcul, si je peux me permettre. Bon, c'est un peu compliqué pour les exposer ici, mais... Oui, alors le fais pas, parce que sur on peut en parler sur le forum de ça. Exactement. C'est avec plaisir. Pardonne-moi, mais je pense que si tu peux prendre le temps de faire un article et faire connaître cela, ça peut susciter une réflexion qui est totalement étrangère à notre film. Nous n'avons pas traité des courants d'influence ou des capacités des groupes occultes ou non, ce qui n'a pas de sens pour moi d'ailleurs, mais simplement des faits que j'ai constatés quand j'étais jeune et qui, mis bout à bout, proposent une cohérence tellement solide que j'ai pensé devoir la mettre en image pour la présenter à tous ceux qui voudraient y réfléchir. Voilà, en tout cas Thomas, merci d'avoir posé ces questions, et puis tu peux aller donc sur le forum pour exposer toutes les théories possibles et inimaginables. Alors Patrice, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, on me signale que en fait il y en a qui publient sur la page Facebook de ton émission des liens. Alors il y a un lien vers un blog c'est pas dérangeant. Il y a un lien vers un document qui est calomnieux, et justement je voulais juste dire un mot. Ça fait quelques mois qu'on laisse les gens délirer un peu, ils s'amusent, ils racontent toutes sortes de choses, qu'on attaque le documentaire, qu'on le traite de bouse et tout. Moi ça me dérange pas du tout, je m'en fiche. Maintenant quand on en vient à attaquer les personnes et quand on le fait comme ça, là ça va plus du tout. Je pense que la barre a été franchie très récemment. Il y en a qui l'ont franchi un peu plus tôt, donc ça c'est le dernier avertissement. On va se calmer, parce que si ça continue comme ça, on va vraiment vous tomber dessus, on va vous massacrer, parce que on peut se permettre de délirer, on peut se permettre de délirer, de dire des choses. On peut pas se permettre de traiter des gens qui cherchent et qui se posent des questions, de les traiter de nazis, d'être des gourous de sectes, d'être des escrocs, des menteurs, des tricheurs, parce que c'est un peu facile. Homophobes, antisémites et compagnie. Derrière son ordinateur, on est là à rien glander toute la journée, et on y va, on s'en donne à cœur joie, et on balance toutes sortes de choses, tout ce qui nous passe par la tête, on fait des projections, et va falloir lever le pied un peu là-dessus, parce que moi personnellement il y a des choses qui m'ont pas fait rire du tout ces derniers jours, et on va se manifester. Ouais, Jacques, j'ai une question pour toi, c'est une question de Riggins en fait. Vous avez dit que les bâtisseurs auraient effacé les traces de leur passage. Ne serait-ce pas plutôt d'autres civilisations qui auraient supprimé volontairement ces traces dans le but de nous couper de notre passage? Une fois de plus, on trempe dans la mode du jour, à savoir, nous sommes dans une ambiance complotiste. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, généralement, quand on a fini un chantier, on se tire avec les outils, on les laisse pas. Ça fait partie de ce qu'on y est compris bêtement, à mon sens. Comme on fait effacer les traces. Non, ce que je constate, c'est que quelles que soient les situations et les sites énigmatiques, c'est la même méthodologie. On ne trouve rien qui justifierait un tel déploiement de savoir-faire et de réussite. Parce qu'il faut le préciser, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on entreprend une grande pyramide, comme ça, au débeauté, on réussit, alors que c'est épouvantable de réussir un truc pareil. Rien que la logistique, c'est invraisemblable. Vous pourrez aligner autant d'ordinateurs que vous voulez, ça ne fera pas la chose pour autant. Bien sûr. Alors Pascal est avec nous. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir tout le monde. Patrice, Eric, Jacques, Bob. Bonsoir. Bon, salut Pascal. Tu nous appelles d'où? T'as quel âge? Je m'appelle de Bordeaux, j'ai 40 ans. D'accord. Alors dis-moi, quelle est ta question? Alors, j'avais regardé le reportage il y a quelques mois déjà. Moi, ça m'avait interloqué. Comme beaucoup de monde, je suppose. Bon, j'en avais parlé autour de moi, et je voyais que ça bousculait les idées préconçues, en fait. Ce qu'on nous apprend à l'école. On aime bien s'y tenir en général. Et donc ça me plaisait, et puis là dernièrement je suis tombé sur un reportage concernant, j'avais une ou deux questions, mais bon, déjà si je peux poser celle-là. Vas-y. J'étais tombé sur les forteresses Inca de Sacsayhuaman, je crois. Sacsayhuaman. Au Pérou, à 3000 et quelques mètres d'altitude, et on retrouvait toujours le même schéma. On se retrouvait avec des constructions où la jointure entre les pierres sur des blocs hypermassifs était insignifiante. On se retrouvait avec quand même une connaissance poussée et une orientation sur les équinoxes, sur la cosmologie. Encore une fois, sur un peuple qui, au 15e siècle, 15e siècle, connaissait même pas la roue, cela.
Donc ma question était, est-ce qu'il penserait que ce soit plausible qu'il y ait une civilisation qui aurait été sur la totalité de la planète, la totalité du globe, ce qui expliquerait qu'on ait le même système, le même schéma sur la plaque côté Amérique du Sud, côté qu'on retrouve la même chose en Égypte. Donc que ce soit pas une histoire de castor encore qui fait la même chose, mais plutôt un peuple qui aurait régné en tant que peuple unique sur la totalité du globe en fait. Ça aurait été ma première question. Ça m'a interloqué de voir que ils étaient capables de faire les mêmes choses avec toujours le même souci antisismique, des pierres, respecter le poids, la dilatation. Ils mettaient même des agrafes, je crois, entre les blocs pour les accrocher. Donc. On ne les a pas montrés dans ce documentaire, mais on s'en occupera. Alors évidemment, tout laisse supposer qu'il s'agirait au moins d'un même savoir-faire et d'une même intention. Comme j'ai dit tout à l'heure, IP, c'est l'intention et le positionnement. Le positionnement, c'est on s'abstient de laisser des traces. Ça suscite la réflexion suivante. Pourquoi on s'abstiendrait de laisser des traces ? Simplement parce qu'il n'y en a qu'une et on ne la voit pas. C'est le savoir-faire. C'est tellement évident qu'on ne se pose pas la question. Donc il me semble en effet qu'il est très possible qu'il y ait une seule intention, une seule modalité de réalisation qui s'adapte à tous les sites. Et c'est justement l'une des marques de curiosité, qu'on soit au Pérou ou en Bolivie, parce qu'en Bolivie c'est pire qu'au Pérou, si je puis dire, du point de vue technique. La réalisation est la plus parfaite que l'on puisse concevoir et la plupart du temps même elle dépasse nos capacités actuelles. Avec un matériau que Éric Gontier connaît à perfection. Il connaît aussi les techniques, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il a une expérience en sculpture. Il connaît la résistance des matériaux, il connaît aussi les problèmes d'orientation très particuliers. Avec Patrice, lorsqu'on était à Sacsayhuaman, on a rencontré monsieur Washington Camacho, qui est le responsable local. Il nous a dit mais ça a été extrait à 7 km, c'est pas très loin, etc. Enfin, il faut se souvenir qu'il y a des pierres qui dépassent les 280 tonnes, que nous sommes quasiment à 3000 mètres d'altitude, que le terrain, dès qu'il est trempé, c'est impossible de marcher là-dedans. C'est de la boue. Voilà, c'est ça. Et d'autre part, c'est qu'il faut franchir quand même des distances en pente et des pentes qui sont, 25, 30 degrés. Ça veut dire que quand il pleut, on dit on va faire glisser le truc, mais généralement ça glisse de haut en bas. Ouais. Et les gens qui sont derrière, ils ont intérêt à bien connaître le terrain pour courir, s'ils le peuvent. Mais pour moi, ça reste incompréhensible. D'autre part, Chris Wise, dans le documentaire, fait bien remarquer une chose étonnante, qui est aussi délirante que possible sur des pierres aussi dures que l'andésite, c'est que ces pierres sont bombées. Et rien que ce travail, c'est un travail délirant, parce qu'on se pose la question à quoi ça sert, quelle est l'utilité d'une pareille masse de travail, si ce n'est pour se moquer de la figure de celui qui va se poser la question. C'est ça. Voilà, donc j'ai l'impression à chaque fois que j'ai pris contact avec ces sites-là, tout au long de ma vie, non seulement on me questionnait, mais de manière narquoise. Sous-entendu, est-ce que tu vas être capable d'aller jusqu'au bout de l'énigme, machin, débrouille-toi. Voilà. Et ça change à chaque fois. On ne dirait pas, mais l'île de Pâques, ça pose des problèmes pareillement insolubles. En réalité, parce que le tube volcanique, qui n'a rien à voir avec l'andésite, ni avec le calcaire nummulitique, ni avec les granites, c'est très fragile. Et le problème aussi qui se pose, c'est que si on glisse la main sur la pierre, on se coupe gravement. Je rappelle également l'autre problème, celui de la logistique. Non, le problème de la logistique. Au-delà de 4000 personnes sur l'île de Pâques, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de source, il n'y a rien. Et puis on évite de saturer nos propres déjections et tout le bazar. Et 4000 personnes, il faut couper à un peu moins de la moitié pour avoir les hommes. Le reste, ce sont des femmes. Et il faut découper un peu plus des 2/3 pour garder les enfants. Grosso modo, on a 700 à 800 personnes adultes qui doivent se transmettre des techniques et qui ne font que ça tout le temps pour élever des moailles dont personne n'a rien affiche. En fait, qui ressemble à rien en tout cas, pas à la civilisation en tout cas. Vous avez bien compris que moi, ma technique, elle était très simple. Quand j'ai aperçu l'énigme au fond de ma découverte du maître en Égypte 2700 ans avant notre ère, je me suis posé des questions quand j'ai découvert l'île de Pâques dans le prolongement ce qui est devenu l'équateur penché. J'ai tout lu, ce qui était disponible en différentes langues. J'ai fait la synthèse et j'ai retiré la matière factuelle. La plupart du temps, il n'y a rien.
Il n'y a rien, que ce soit Torreillardal, que ce soit le Fred Métro, il n'y a rien sur l'île de Pâques qui résiste aux faits, à l'examen des faits. Donc moi je me suis plutôt comporté comme un flic que comme un explorateur, pour le dire clairement. Et au terme, je m'aperçois qu'il n'y a rien parce qu'on peut rien dire. Il faut être clair, il n'y a rien à dire, c'est impossible à comprendre avec une logique telle que celle que l'on a actuellement. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais au début de mon idée dit à Patrice, t'inquiète pas, on va faire le premier, après on verra s'il est possible de faire passer ce que j'ai découvert de la mentalité des gens, la manière dont ils réfléchissent. J'en ai donné un exemple pour la Grande Pyramide, je dis on ne dit pas c'est le demi-périmètre divisé par la hauteur, on dit c'est la plus grande dimension horizontale visible, voilà. Et dans le deuxième opus, vous allez découvrir les leçons de la polarité, c'est vraiment un truc extraordinairement puissant et invisible. Parce qu'on ne pense pas comme ça. Vous l'aurez compris, on va en apprendre des choses encore avec Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. Et j'ai une question à Eric. Dis-moi, Eric, Jacques disait que c'est vrai que quand on regarde les pierres, elles sont bombées parfois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient fous de se faire chier à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Parfois, toutes les pierres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi sont-ils allés se compliquer la vie comme ça? Tu le referais pas, toi, en fait. Se bomber comme ça, en fait, les pierres pour qu'elles se juxtaposent parfaitement, quoi. Non, c'est pas cela. C'est l'extérieur qui est bombé. Oui, mais même quand on regarde, il y a des moments où ça suit, tu sais, c'est un peu incurvé comme ça. On se dit, mais pourquoi? La stéréotomie est complexe parce que en Égypte, on a des angles internes divergents. Et là-bas, c'est une autre manière d'envisager la chose parce que la pierre n'a pas la même résistance, ne se comporte pas de la même manière. Et en effet, c'est bombé sur le dessus, mais quelquefois à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un gros délire. Je les type, ils creusent pour assembler l'autre côté et de la manière la plus parfaite qui soit. Et voilà. Pour faire une pierre cubique, il faut 6 faces. Rien que réaliser ça à la gradine et polir, pourquoi pas? Je veux dire, rien que ça, c'est déjà un petit exercice. Maintenant, quand on voit sur des murs des pierres qui ont 25 angles, que la découpe de ces angles n'est pas plane, mais légèrement arrondie, et qu'elle vient s'encraner, c'est-à-dire s'ajuster, exactement dans la pierre qui est dessus, enfin dans les pierres qui sont autour. C'est un peu crétin, quoi. Par exemple, on a vu pour ceux qui iront en Égypte bientôt, dans le temple de la Plaine, en face du Sphinx, il y a une magnifique pierre, donc à peu près à 7 angles, et à la base, en bas à droite, la pierre ne se termine pas en angle droit, mais en sifflet débordant à l'extérieur. Un petit sifflet qui doit faire 4-5 cm. D'accord. Et la pointe de ce petit sifflet de granit, monolithe, n'est pas cassée. Et les pierres qui viennent s'ajuster derrière n'ont ni entamé, dire fracturé le bloc, rien. Tout est posé comme si on avait pris de la mie de pain, par exemple, et on avait écrasé cette mie de pain. Faut être un peu crétin pour faire ce genre de choses. Dans la logique, quand on veut bâtir, on sait qu'il y a des coûts qui sont très très importants. Donc on va essayer de rentabiliser. Ça, c'est le concept actuel. Et là, on a la sensation que c'est anti-productif. C'est ça. C'est-à-dire, on le fait parce que peut-être que certains carriers avaient quelque chose à prouver ou à démontrer. C'est ça. Et que ça se signait à travers ces petits détails. C'est ça, Mais quand on voit des pierres arrondies qui se chevauchent, se posent l'une sur l'autre, s'encranent parfaitement, combien de fois a-t-il fallu soulever les blocs de façon à arriver à les ajuster parfaitement? Bah oui, c'est ça qui est un truc de faux. Je ne parle même pas en termes de tonnes. Je suis un ancien joaillier, je l'ai fait avec des bagues et des machins, des ajustages à la main, et je sais ce qu'il en coûte comme temps pour arriver à obtenir une perfection. Alors sur du matériel monumental, c'est ça. Wow. Et ça met définitivement à plat l'hypothèse que les gens étaient pris de leur campagne pour venir bâtir la pyramide. Non, c'est du travail de pro. On pourrait plus que de travail de pro. Ce qui est bien, c'est que ça fait parler quelques années plus tard. Les mecs se sont dit peut-être qu'on va se faire pour qu'un jour dans une radio. En fait, c'est une campagne de pub pour ton émission. Oui, peut-être. On pourrait savoir s'il y a de la pierre réagglomérée sur le site de Gizeh assez facilement. On pourrait des analyses de
de la structure, peut-être nous permettrait des prélèvements. Ça pourrait être réglé, parce que ça fait 30 ans qu'il parle de ça, pourrait être réglé super rapidement si on voulait. Si on le voulait, oui, parce qu'on a les moyens techniques de le faire maintenant. Pas sur un seul appareil, hein. Il s'agirait de croiser des données sur un certain nombre d'échantillons. Là, c'est tout à fait possible. Alors, on va accueillir notre dernier auditeur. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Guillaume, Belgique. Salut mon Guillaume. Oui, allô, bonjour Guillaume, 25 ans, étudiant à Bruxelles. J'avais une petite question. Il y a une existence de un champ énergétique autour de certaines pyramides dans le monde, et j'aurais voulu avoir l'avis de Jacques sur le fait est-ce que c'était des ondes de ça vient du fait que ça soit des ondes de forme, ou comme Philippe le redisait sur le fait que ça soit une centrale électrique, ou encore une autre hypothèse de Jacques sur le fait que ça soit comme il parlait de méta-machines. J'aurais voulu avoir son avis sur ce point de vue, s'il vous plaît. C'est une bonne question, très vaste. On la traitera ultérieurement, donc je me défausse pour l'instant. Mais en fait, c'est varié. Ça dépend de l'édifice, ça dépend de l'endroit où il est situé, et comment il est orienté, etc. Les pyramides mexicaines me paraissent être de même espèce que les pyramides égyptiennes, c'est-à-dire pouvoir être traitées à chaque fois comme des points particuliers du point de vue que vous exposez. Il y a donc des métamachines un peu partout, pour répondre aussi brièvement et précisément que possible. D'accord. Une autre question, Guillaume, peut-être? Oui, j'aurais voulu savoir s'il était possible que Jacques mette à disposition un endroit qui pourrait nous permettre de faire nous-mêmes des recherches, parce qu'en fait, pour la bibliographie, pour essayer de chercher nous-mêmes des documents, c'est assez difficile, je trouve, sur Internet, et on va dire en accès, parce que ça coûte assez cher de pouvoir acheter des livres. Donc j'aurais voulu savoir s'il aurait pu nous donner des sources sur son forum. Non, je n'en ai pas le temps. Et par ailleurs, je pense que c'est un très bon exercice de chercher par tout moyen, de s'accrocher. La recherche, c'est un travail très ingrat en réalité, et qui demande une patience. Et justement, ça se paye comme ça. On se dit quand même, j'ai mis 20 ans à comprendre quelque chose, donc ça va. Et c'est pourquoi faut que t'en chies un peu, Guillaume, enfin. En clair, ce qu'il te dit, faut que t'en chies un peu, quoi. Voilà. Non, mais surtout, Guillaume, maintenant qu'il y a Gallica, il y a Google Book, et tu vas chercher égyptologie, pierre, etc. Je pense que le meilleur chemin, à mon sens, c'est de lire les classiques de l'égyptologie. C'est une discipline qui a un peu plus de 2 siècles, et encore j'exagère. Et donc, par exemple, si tu lis l'anglais, lis Flinders Petrie, qui est le premier vraiment à aborder comme technicien les problèmes qu'Eric est allé observer comme scientifique. Flinders Petrie n'hésite pas, il dit, il est allé dans un couloir de 60 cm de large, et il a vu des gravures dans le silex tellement fine qu'il pense que ça lui a fait penser à une pièce de monnaie. Et il se dit, le problème pour faire ça, lui qui c'était un technicien avant d'être égyptologue, c'est qu'il faut développer une pression de 2 à 3 tonnes par centimètre carré. Et dans un couloir de 60 cm de large, tu as du mal à comprendre comment c'est possible. À moins de se balader avec des blocs de silex de 70 tonnes, puisque c'est le cas. Et on retrouve la même chose à Abydos, puisqu'il y a des colonnades de 100 tonnes et à 30 mètres sous terre tout de même. Alors ça c'est intéressant cet exemple-là, puisque toi, Eric, tu l'as vu ça. Tu as vu que c'est quand même magistralement élaboré. Là, c'est à une dizaine de mètres sous terre, mais le problème qui se pose, où ça a été fait en enlevant d'abord la terre, c'est-à-dire du sable principalement, mais je crois que c'est pas le cas, puisque s'il y a des abords frais, et donc ça pose le problème, comment on fait pour construire dans le sol directement avec des trucs pareils, parce que tu as un couloir avec des colonnes. Mais une fois que tu poses une colonne, tu passes plus dans le couloir. C'est ça. C'est le gros problème. Et ça, ces problèmes de logistique, ils sont sous-évalués partout. C'est ce que j'appelle, moi, sur la ligne rouge, le tapis rouge de l'équateur penché, ce ne sont que des énigmes comme ça. Et c'est pourquoi, justement, l'indicatif de cet équateur penché repose sur la notion d'énigme
technique, conceptuelle, etc. Ça identifie en plus du reste cet équateur-là. Bon, vous l'aurez compris, on va être obligé de se quitter. Je sais, Patrice. Guillaume va trouver des choses sur le forum. Il faut qu'il aille sur le forum. Il y a des gens qui ont ouvert une rubrique avec pas mal de. Il y a des articles, mais il y a aussi pas mal de livres. Il y a toute une bibliographie. Il y a les livres qui sont disponibles gratuitement sur les bibliothèques, c'est-à-dire qui sont libres de droit. Et il y a plein de liens qui ont été donnés. Il faut le dire également, comme je suis relativement incapable de faire quoi que ce soit sur Internet. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il arrive pas, tu fais rien en fait. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir encore vous prendre la tête et très longtemps sur ces pyramides, prendre des aspirines, du Nurofen, ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, je voudrais remercier Éric Gontier. Applaudissements. Éric Gontier. Merci beaucoup, Éric. Courageux. Courageux, Éric. Juste une dernière question, tiens. Alors, je me permets, normalement je devrais pas, mais je te la pose. Tes collègues, voilà, les gens avec qui tu bosses aujourd'hui, quel regard ils ont sur ces pyramides? On l'a pas abordé brièvement. Est-ce qu'ils pensent que aussi c'est un truc de malade? En fait, ça fait longtemps que je parle de ce film à mes collègues, enfin certains de mes collègues. Ouais. Et c'est seulement depuis quelques semaines que ils ont vu le film. Ah oui, d'accord. En fait, ils sont tombés sur ce film par hasard. Ouais. À cause de nous, parce que tout le monde en parle. C'est évident, c'est évident. Fatalement, c'est comme ça. Et ils viennent me voir, mais c'est vraiment toi qui es dans le film. T'avais pas la barbe. On te voit beaucoup, c'est bien. C'est ça. J'avais pas la barbe. Ouais. Et donc, ils sont surpris et ils me disent... J'en ai pas trouvé un à ce jour qui se soit offusqué. De mes amis. Bien sûr, oui. Il faut préciser que. Combien t'en as deux il faut préciser que tes collègues sont scientifiques. Ouais. Tu travailles pas à la Poste. C'est tous des doctorats quand même, au minimum. C'est bah oui, minimum, bien sûr. Voilà, non, puis ils ont les petits il faut le dire parce que Joseph Davidovitz, il se fait aplatir par des critiques qui savent à peine écrire, mais on lui dit mais c'est un rigolo, alors que ce type-là quand même, il a un doctorat, il est géochimiste, il a travaillé comme enseignant dans les universités dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, il est reconnu dans son job. Mais les naïfs, les ignorants, et continuent à lui botter le derrière sur Internet avec des mots cinglants. Oui. Internet, c'est un outil fantastique. Pour les débiles ? Voilà, il est pratiquement 23h. Patrice Pouillard, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. C'était la 3e fois qu'on s'est vu. Merci, la 4e, je crois. 4e déjà, ça je ne compte plus tellement. Vous êtes ici chez vous. Merci. Jacques. Mais merci à tous pour votre qualité d'écoute et toi, le professionnalisme, je ne cesserai de le dire. Merci beaucoup, puis j'espère que tu as bien aimé mes gâteaux parce qu'il m'a pourri la pâtisserie de la maison. D'ailleurs, si on pouvait en avoir un peu. Oui, t'inquiète pas. Éric Gontier, Patrice Pouillard, Jacques Grimaud, à très bientôt, messieurs. Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux.